Chers amis de l'Agora des Savoirs, bonsoir et merci d'être venus si nombreux écouter cette conférence prononcée par l'historien François Jarige. Merci François Jarige. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, François Jarige est agrégé d'histoire, titulaire d'un doctorat et maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Sa thèse, préparée sous la direction de Christophe Charles et soutenue en 2007, s'intitule « Au temps des tueuses de bras, les bris de machines et la jeunesse de la société industrielle », travail consacré à la France, à l'Angleterre et à la Belgique sur la période s'étalant entre 1780 et 1860. Où l'on voit combien ce thème de la technique, ou plutôt des techniques, de leurs histoires et de leurs critiques, constitue le fil directeur de l'ensemble de ses travaux de recherche, mais aussi et surtout de son dernier livre qui s'intitule « Technocritique, du refus des machines à la contestation des technosciences », paru l'an dernier aux éditions La Découverte. Alors, pour saisir au mieux de quoi il sera question ce soir, qu'il me soit permis de présenter cet ouvrage très très succinctement. Précisons tout d'abord que le titre fait référence à un concept forgé par le philosophe Jean-Pierre Dupuy. Ce dernier l'emploie notamment pour désigner un ensemble de discours et de pratiques ayant pour point commun de mettre en débat les trajectoires dominantes en matière de technique. L'ouvrage se compose de 3 grandes parties, traversant ainsi plus de 2 siècles d'histoire des techniques. La première partie est consacrée à l'étude des mouvements sociaux, protestations, plaintes, et de leur cadrage entre la première moitié du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle. La seconde partie examine la place de ces réquisitoires à l'âge des machines. Elle témoigne d'un renforcement de la croyance dans le progrès, entretenu par d'habiles dispositifs d'acculturation à la technique. Enfin, la dernière partie s'intéresse à la dynamique de modernisation telle qu'elle se déploie après 1945. Alors l'un des points originaux du livre demeure sans doute dans sa capacité à relier à la fois des mondes sociaux et des milieux techniques très divers, allant du monde des ouvriers typographes à celui des informaticiens, de l'Europe occidentale au tiers-monde, et ce, dans une perspective, disons, d'histoire politique globale des techniques. D'une érudition remarquable, mêlant analyse économique, analyse sociologique, politique, littéraire ou encore cinématographique, François Jarige revisite ainsi des terrains connus de l'historiographie, auxquels il donne néanmoins un éclairage neuf et critique. En les confrontant à l'histoire longue des techniques, il met un terme définitif à ce qui constitue en quelque sorte un mythe. Et ce mythe, disons que c'est celui qui consiste à considérer que l'Occident et le monde non occidental n'auraient pas formulé de critique explicite de la technique. Disons que, pour être un peu plus précis, vous déconstruisez ce mythe de façon à réhabiliter une forme de critique et à réhabiliter, les critiques qui, pendant un certain temps, ont été marginalisées par ceux que vous choisissez de qualifier d'entrepreneurs de science et de technologie. En d'autres termes, le point de départ des travaux de François Jarige réside dans une critique de la doxa technoscientifique qui tend à faire des machines le futur inéluctable de l'avenir et de notre société. Car, convenons-en, la célébration d'objets techniques est désormais présente partout et semble conforter l'adage selon lequel on n'arrête pas le progrès. Pourtant, dans le même temps, les sociétés contemporaines baignent dans la gaieté technologique et expriment un désir de réflexivité accrue à l'égard de ces effets. Mais force est de constater que cette réflexivité inquiète et qu'elle inquiète en premier lieu les technophiles qui préfèrent la renvoyer dans l'ordre des préjugés irrationnels de notre âge, se situant à contre-courant, selon eux, du sens du progrès. Pire, ce désir de réflexivité témoignerait de l'incapacité des sociétés à s'adapter aux nouvelles technologies. Il s'agit donc, je vous cite,
d'opérer un détour par le passé pour construire un avenir qui sera nécessairement technique, mais qui impliquera aussi une réflexion poussée sur la place des techniques dans nos sociétés et nos vies, sur leurs limites et apories. Car loin d'être des discours de forcenés, entravant la marche du progrès, les technocritiques ont permis et nous permettent encore de modeler notre milieu technique, notre environnement technique contemporain, en construisant notamment une idée du progrès qui soit délivrée finalement des illusions progressistes. En mettant au jour les risques, les dangers et les nuisances du progrès technique, les technocritiques ont joué et continuent à jouer un rôle de lanceur d'alerte, contribuant ainsi à affûter notre vigilance en faisant entrer les techniques et les sciences dans la sphère du débat public. La seule présence de François Jarige à mes côtés ce soir à l'Agora des Savoirs en témoigne d'ailleurs à merveille. Voilà pourquoi, sans plus attendre, je lui laisse la parole. Merci. Bon, eh bien, merci beaucoup pour cette généreuse introduction. Effectivement, je suis là pour parler d'un sujet extraordinairement complexe, et je crois que l'introduction a déjà mis en avant le fait que c'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement ambigu, assez difficile à penser, puisque la technique est partout, le discours sur la technique est partout, mais la technique elle-même existe-t-elle ? N'est-ce pas un mythe gigantesque ? Bon, en fait, c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Vous avez eu la chance d'avoir un exposé très intéressant de Bernard Stiegler, je crois, il y a quelques semaines, qui pour moi appartient au monde des technocritiques contemporaines, mais il relève d'un type particulier de ces technocritiques très singulières. Bon, je vais essayer d'être à peu près organisé et clair, en commençant par rappeler peut-être quelques mots. Critiquer la technique, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire de critiquer la technique ? Quel intérêt de critiquer la technique ? La technique n'est-elle pas ce qui permet le processus d'hominisation ? La technique n'est-elle pas ce qui nous permet d'exister dans le monde, de nous orienter dans le monde, d'interagir avec le monde ? Pourquoi critiquer la technique ? Ce n'est pas la technique qu'il s'agit de critiquer. Ce qu'il faut critiquer, c'est évidemment les usages sociaux de la technique. Ça, c'est le discours général. La technique est neutre. La technique est neutre. La technique n'est qu'un ensemble d'instruments. Ce qu'on appelle technique n'est qu'un ensemble d'instruments neutres qui peut faire l'objet d'usages sociaux extraordinairement variés. Un marteau, vous pouvez le prendre pour planter un clou ou écraser la tête de votre voisin. Et évidemment, il n'est pas utile de mettre en cause le marteau. Donc ça, c'est un argument assez simple et assez classique qu'on trouve dès que quelqu'un se permet de critiquer telle ou telle trajectoire technologique, tel ou tel produit technologique mis sur le marché. Alors j'aimerais commencer juste par quelques phrases. Vous avez dit, c'était intéressant, vous avez dit que je voulais démystifier un petit peu ou revaloriser les technocritiques. Alors, je ne sais pas si je veux les revaloriser, en tout cas je veux les comprendre. Et à partir du moment où on essaye de les comprendre, on sort du mythe. Parce qu'en réalité, ce que j'appelle technocritique, je vais revenir sur cette définition, est rempli de mythes, est rempli de caricatures qui ont été construites historiquement. Disons que la critique de la technique fait l'objet d'une gigantesque condescendance de la postérité. Et donc ce que j'ai voulu faire, c'est sortir de cette condescendance de la postérité pour essayer de comprendre. Alors cette condescendance de la postérité, on la trouve par exemple dans cette phrase, dans cet extrait du texte de Günther Anders, qui, au début de son grand livre, Günther Anders était un philosophe allemand, qui a publié en 1956 un livre qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme », qui est une sorte de vaste réflexion sur le monde scientifique, technologique, en voie de modernisation après la Seconde Guerre mondiale. Et Anders écrivait au début de ce livre quelque chose qui m'amène moi-même à être prudent. Rien ne discrédite aujourd'hui plus promptement un homme que d'être soupçonné de critiquer les machines. A-t-on jamais pris la liberté d'avancer un argument contre les effets avilissants de l'un ou l'autre de ces instruments sans s'attirer automatiquement la grotesque réputation d'être un ennemi acharné des machines ? On dirait aujourd'hui un technophobe. Il y a peu de mots aussi vides que celui de technophobe, comme si critiquer tel ou tel objet technique relevait de la phobie, donc d'une sorte de maladie mentale, mais je ne crois pas que la technophobie soit recensée dans les maladies psychiques jusqu'à présent. Mais le mot technophobie est lui-même très intéressant, il faudrait suivre son émergence, ses usages sociaux pour comprendre à quel point c'est un terme qui vise à discréditer en fait tout simplement des positions, qui vise à critiquer des positions qui essayent simplement d'être réalistes, conscients de ce qui se passe en réalité.
Bon, donc Anders, dans cette formule, témoignait de son propre problème, de ses propres doutes. Il écrit ce texte en 1956, c'est-à-dire à un moment de très forte modernisation industrielle et technologique, à un moment où la société civile adopte une multitude d'objets techniques du quotidien qui va bouleverser les modes de vie, le quotidien, à un moment où la technique apparaît plus qu'à aucun autre moment comme le destin des sociétés, comme la condition du progrès et de l'abondance. Et donc évidemment, dans ce contexte-là, critiquer la technique pouvait paraître comme le symptôme d'un archaïsme borné. Et d'ailleurs, au moment où Anders publie ce livre en 1956, il y a toute une série d'autres grands penseurs de la technique au XXe siècle, comme Jacques Ellul, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Ellul, qui publie son livre qui s'appelle, vous connaissez sans doute Jacques Ellul, qui a écrit dans des domaines très variés, mais notamment la technique, puisqu'il publie son premier livre au même moment, en 1954, qui s'appelait « La technique ou l'enjeu du siècle ». Et d'ailleurs, lorsqu'il cherchait un éditeur, il a mis plusieurs années à trouver un éditeur à ce livre, et lorsqu'il cherchait un éditeur, les éditeurs lui répondaient en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce sujet ? Pourquoi vous voulez écrire un livre sur la technique, et en particulier sur sa critique ? Si vous voulez ne vendre aucun exemplaire, c'est la meilleure chose à faire. » Et donc, c'est un moment, effectivement, où la critique des technosciences, et ce que j'appellerais les technocritiques, était difficile, parce qu'on était dans un moment de cadrage modernisateur, d'enthousiasme technologique particulièrement ardent et actif. Et donc, on n'était pas dans un moment très technocritique, je crois, dans les années 1950. Aujourd'hui, on est dans un moment assez intensément technocritique. Alors peut-être qu'il faut définir ce que c'est le technocritique, vous l'avez dit. La technocritique, en fait, c'est un néologisme qui a été forgé par un philosophe, qui était à l'époque un jeune philosophe, également ingénieur polytechnicien. C'est toujours intéressant de voir que sans doute les plus grands critiques de la technoscience sont des ingénieurs, sont des gens qui ont réfléchi à ce qu'était la technique, et pas seulement des espèces de romantiques un peu écervelés qui ne comprenaient rien au sens de la marche du monde. Et bon, Dupuy est un bon exemple, donc lui-même ingénieur polytechnicien, qui devient philosophe, qui était proche d'Ivan Illich dans les années 70, et qui en 1975 a créé aux éditions du Seuil une collection qu'il a appelée Technocritique. Et c'est dans cette collection, notamment, qu'ont été publiés les grands livres des années 70, publiés par Ivan Illich, qui était un philosophe critique, justement, du gigantisme technicien des années 70. Les années 70, donc Dupuy définit la technocritique comme ça. Les idéologies dominantes, même lorsqu'elles se combattent, il entend par là le marxisme comme le libéralisme, les deux idéologies dominantes des années 70, même lorsqu'elles se combattent, admettent que la technique est neutre, qu'elle fera le bien et le mal selon les intentions de ceux qui la gèrent. Nous croyons au contraire, donc ceux qui la gèrent, c'est soit le marché, soit l'État. Ce qui compte, c'est que ce soit l'État ou que ce soit le marché. Nous croyons au contraire, donc nous, Dupuy et les auteurs de la collection qu'il lance en 1975, nous croyons au contraire que les maux et les frustrations dont souffre l'humanité ne sont pas dus simplement à des bavures ou à une planification défectueuse, mais découlent inévitablement des caractéristiques intrinsèques du projet technique qui amènent à prendre pour fin ce qui n'est que moyen. Ce texte est intéressant et le lancement de cette collection en 1975 est intéressant parce que les années 70 sont un moment extraordinairement technocritique, peut-être comme à aucun autre moment dans l'histoire. On est dans la foulée de grands mouvements de 1968, on est dans un moment de contestation radicale de tous les pouvoirs en place. On est dans un moment de redéfinition aussi des grands clivages idéologiques qui structuraient le champ politique auparavant. Et c'est un moment qui va rendre possible une multitude de discours dans des domaines très variés. C'est l'émergence de l'écologie politique, c'est l'émergence du féminisme, c'est la mise au centre du débat politique d'un certain nombre de questions qui auparavant étaient considérées comme marginales. Et parmi ces questions qui n'étaient pas véritablement pensées et qui se mettent à être pensées intensivement dans les années 70, il y a cette question de la technique. À l'époque, la technique est identifiée au grand pouvoir, notamment au grand pouvoir de l'État. Et la critique de la technologie est aussi une critique de l'État. L'État, à l'époque, les grands programmes technologiques, les grands programmes de construction, les grands programmes d'aménagement, le nucléaire, sont des grands projets technoscientifiques portés par l'État. Et critiquer la technoscience, le terme technoscience apparaît également à cette époque-là, c'est un élément important. Critiquer la technoscience dans les années 70, c'est aussi, en fait, politiser la question des techniques et à travers les techniques, critiquer en fait l'organisation du pouvoir considérée comme trop autoritaire, trop centralisée. Et la critique des techniques gigantesques des années 70, dont en premier lieu le nucléaire, relève aussi de ce discours politique très actif dans les années 70. Je crois que
Je crois qu'on est aujourd'hui aussi dans un moment technocritique. On est dans un moment technocritique très singulier, très, très important. Peut-être que vous ne serez pas d'accord d'ailleurs là-dessus. Il me semble qu'on est dans un moment technocritique très important. Dans le sens où on est dans un moment, évidemment, où le discours sur la technologie a envahi notre quotidien. Enfin, ça l'a envahi depuis longtemps, mais il y a une sorte de résurgence de discours technoprophétiques très, très actifs dans les médias, partout, en fait. Mais ce discours très enthousiasme pour la technologie vanté par la publicité rencontre aussi, plus qu'à aucun autre moment, une multitude d'analyses critiques, une multitude d'analyses qui se veulent réflexives, qui essayent de penser, d'interroger les effets sociaux, culturels, politiques, environnementaux, des choix techniques qui sont faits, des trajectoires techniques dans lesquelles on est pris et dans lesquelles on s'inscrit. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans un moment technocritique particulièrement intense, et je crois que cette technocritique, sa force singulière aujourd'hui, c'est qu'elle réunit des choses qui, dans le passé, étaient souvent dissociées, étaient séparées, et qui, aujourd'hui, s'assemblent. En gros, pourquoi ? Pour quelles raisons on peut critiquer les technosciences ? Pour quelles raisons il y a une mise en débat démocratique de plus en plus forte des choix technoscientifiques qui sont faits aujourd'hui ? C'est parce que il y a au moins 3 dimensions à la technocritique contemporaine très forte. Bernard Stiegler a évoqué il y a quelques semaines la première, sans doute, la dimension sociale, la question du travail, la question du chômage technologique. Cette question qui semblait réglée pour les économistes depuis le début du 19e siècle, depuis Jean-Baptiste Say, depuis le début de l'économie politique, la question du chômage technologique était en théorie réglée. Il n'y a pas de chômage technologique. Il n'y a que des phases d'ajustement. Il n'y a que des phases d'ajustement qui doivent permettre d'absorber les phases de transition provisoire. Aujourd'hui, il y a tout un débat qui a ressurgi avec l'idée que les nouvelles trajectoires numériques vont entraîner des destructions massives d'emplois dans des secteurs d'activité qui, auparavant, étaient considérés comme protégés, notamment le travail des classes moyennes, les métiers nécessitant des compétences intellectuelles particulières qui font elles-mêmes l'objet d'une automatisation croissante. C'est ce que Stiegler appelle la société automatique. Vers la fin du travail, Stiegler propose de réinventer le travail. C'est ce qu'il vous a expliqué, mais peut-être que vous n'étiez pas là, on va dire. Il a essayé de vous expliquer comment on pourrait réinventer le travail sur la base de nouvelles outils numériques collaboratifs, etc. Donc Stiegler, en fait, ce qu'il essaye de faire, c'est de répondre à cette première dimension du débat technocritique d'aujourd'hui, c'est comment penser le travail dans la société automatisée de demain. Et il est évident, en tout cas, il y a une multitude de rapports qui sortent et qui insistent sur le fait que les destructions d'emplois vont être massives dans les prochaines décennies. Il y a une deuxième dimension, évidemment, à la question technique aujourd'hui, qui est très forte dans le débat public, c'est la question, je dirais, la question politique, la question des libertés publiques, évidemment. Aujourd'hui, les technologies numériques amènent à poser la question de la surveillance intégrale, amènent à poser la question de la frontière entre espace public et espace privé, amènent à interroger la question de ce que certains appellent le totalitarisme technologique, le nouveau totalitarisme technologique qui se dessine avec les outils de surveillance et de contrôle gigantesques qui se développent. Et donc, le débat porte sur la question, les techniques nous rendent-elles libres ? Nous autonomisent-elles, ou bien les techniques sont-elles un instrument d'aliénation, de surveillance, de contrôle des individus ? Ce débat, évidemment, il n'est pas réglé, mais en tout cas, la technocritique s'inscrit très fortement dans ce cadre. Hier soir, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un documentaire sur Arte sur les technologies de la surveillance et leur généralisation, qui était assez technocritique, d'une certaine manière. Il y a une troisième dimension majeure qui aujourd'hui, évidemment, occupe l'ensemble de l'espace public et des débats, c'est la question environnementale et climatique. Une troisième dimension de la technocritique, c'est qu'évidemment, les trajectoires technologiques dans lesquelles nous sommes amènent à des impasses, à des apories environnementales en termes de ressources, en énergie fossile, en termes de métaux pour fabriquer nos objets techniques, amènent à des impasses en termes de conséquences, en termes de pollution, en termes de réchauffement climatique, qui sont le produit des choix techniques que nous avons faits dans le passé et des trajectoires techniques qui sont celles qui dominent aujourd'hui. Et donc, si on associe ces 3 éléments, une dimension de critique sociale, une dimension de critique politique et une dimension de critique environnementale, disons qu'il y a un peu ces 3 éléments du cercle de la technocritique se rejoignent aujourd'hui comme ils ne se sont jamais rejoint à aucun autre moment. Ce qui fonde le fait qu'à mon avis, nous sommes dans un moment d'énorme incertitude, énorme interrogation sur le sens, évidemment, du futur technologique qui est en train de se préparer. Alors face à ces vastes débats, ces vastes interrogations sur les technosciences et leur développement actuel,
Évidemment, il y a toute une série de positions. Hein. Il y a toute une série de positions. Vous pourrez essayer de voir dans laquelle vous vous situez vous-même. Il y a ceux qu'on appelle les technophobes, qui n'existent pas à mon avis. Il y a les technocritiques radicaux, c'est-à-dire ceux qui proposent une analyse critique radicalement critique des technosciences contemporaines. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Pièces et main-d'œuvre qui publie depuis plusieurs années des enquêtes très radicales contre les trajectoires du numérique contemporain. Il y a des critiques qu'on pourrait appeler des critiques plus modérées ou qui s'inscrivent à l'intérieur du monde technique. C'est celle de Stigler, d'une certaine manière. Stigler ne critique pas le numérique. Stigler pense qu'on peut se le réapproprier pour en faire un outil d'émancipation collective. Donc il croit que la technique est neutre. C'est une question de distribution du pouvoir dans la société qui permettra de réorganiser ce monde technique. Et puis, évidemment, il y a le monde des technoprophètes, sur lequel je ne vais pas m'étendre, c'est-à-dire tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de critique à avancer, que la technique est la solution à tous nos problèmes. Et cette question, elle est aujourd'hui très très vive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face aux problèmes qui se posent à la société, les problèmes sociaux, les problèmes de liberté publique, les problèmes environnementaux, les principales solutions qui sont proposées pour résoudre ces gigantesques problèmes, ce sont des solutions techniques. Il y a un réchauffement climatique, et on va développer la géo-ingénierie pour modifier le climat dans un sens acceptable. Il y a des problèmes d'éducation à l'école, on va généraliser le numérique et les tablettes pour résoudre les problèmes scolaires. Il y a des problèmes sociaux, et le numérique va offrir la solution en créant une société collaborative de l'immatériel qui nous fera sortir du salariat post-fordiste pour rentrer dans le salariat numérique émancipateur. Et c'est ce que Stigler explique à propos des intermittents du spectacle, puisqu'il dit que le modèle du travail de demain sera celui des intermittents du spectacle. Bon. Donc, alors, je vous ai juste mis ces deux titres d'ouvrages, ces deux ouvrages récents, pour ne pas prendre des ouvrages de français, des ouvrages de deux Américains. Enfin, Morozov n'est pas américain, il est biélorusse, mais il est aux États-Unis maintenant. Deux ouvrages qui s'attaquent, deux ouvrages assez symptomatiques de ces discours technocritiques contemporains. Deux ouvrages qui, Technofix, pourquoi la technologie ne nous sauvera pas, et puis Evgeny Morozov, pour tout résoudre, cliquez ici, l'aberration du solutionnisme technologique. La thèse de ces deux livres, ils sont très différents, mais la thèse identique de ces deux livres, au fond, c'est que le problème, c'est pas tant la technique, mais le problème, c'est le technoprophétisme, ou ce que Morozov appelle le solutionnisme technologique. C'est-à-dire qu'on est incapable de penser d'autres solutions aux problèmes que notre société doit affronter que des solutions techniques. Et l'un des enjeux aujourd'hui, l'un des problèmes aujourd'hui du débat public, c'est aussi le fait que, justement, le débat reste enfermé dans une sorte de cadre technique, dans une sorte de croyance, de foi, dans la capacité des techniques et des innovations pour résoudre les problèmes qui se posent à nous et qui, pour beaucoup, en fait, sont des problèmes de choix de société, d'organisation sociale, plus que des problèmes techniques. Bon, donc c'est la thèse de ces deux livres. Et en quelque sorte, ces livres s'inscrivent très bien dans la tradition technocritique et s'inscrivent très bien dans la tradition de Ellul. Ellul avait une formule, il disait « Le problème, c'est pas la technique, le problème, c'est le sacré qui est transféré à la technique. » Donc on voit bien que le problème, c'est pas tel ou tel objet, parce qu'en général, dès qu'on parle de ça, on arrive à discuter, à parler de tel ou tel objet. On discutera du téléphone portable sans doute après. Mais le problème, c'est justement le fait qu'il y a une sacralisation de ces dispositifs techniques et de leur capacité à résoudre tous les problèmes qui se posent à nous. Alors, en réalité, j'ai été un peu long, mais moi, je suis historien et donc je vais vous parler d'histoire. Il y a plusieurs manières d'aborder ce problème que je viens d'exposer un peu très rapidement, qui est un problème gigantesque, d'une certaine manière qui est tellement gigantesque qu'on préfère ne pas l'affronter de face. Stigler l'aborde en philosophe technologue qui essaye de penser le numérique de l'intérieur, dans ses possibilités mêmes. Moi, je l'aborde en historien. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait les origines et disons la généalogie du débat tel qu'on le pense, tel qu'on le pose aujourd'hui. Parce que, en réalité, une grande partie des termes, des mots qu'on utilise sont totalement piégés et nous empêchent véritablement de penser. Et je crois vraiment à la force, à la capacité de l'histoire à nous émanciper, en tout cas à nous émanciper du présentisme qui nous aliène. C'est-à-dire du présentisme du fait que, plus qu'à aucun autre moment sans doute dans le passé, nous sommes rivés à l'actualité, nous sommes rivés à l'immédiateté, et ce présentisme nous amène à
croire toujours que la façon dont on pense les phénomènes est universelle. Or, en réalité, l'histoire, sa grande force, c'est de nous décentrer, de nous apprendre qu'on pouvait penser différemment. Donc, j'aimerais aborder ce problème en historien, c'est-à-dire en revenant aux sources de la question, pour interroger ce qu'est la technique, pour interroger ce que signifie la critiquer, puisque j'aimerais simplement expliquer que la technique, en fait, n'existe pas. La technique, c'est un mythe. Je ne devrais pas dire ça au début, mais la technique, c'est un mythe. Quand on parle de la technique au singulier, en général, comme une sorte de grande catégorie métaphysique, on peut en parler, on peut faire des jeux intellectuels habiles, mais en fait, ça ne veut rien dire. La technique, c'est un ensemble de dispositifs matériels extraordinairement complexes et divers. C'est pour ça que les technocritiques ne critiquent jamais la technique en général. Ils critiquent un système technique singulier, ils critiquent des objets techniques, ils critiquent un univers technique d'une époque donnée, mais il ne critique pas la technique comme phénomène ontologique ou comme élément constitutif de la nature humaine elle-même, puisque critiquer la technique, ça serait critiquer l'homme, puisque l'homme se définit par la technique, se définit par le fait qu'il utilise des outils pour agir dans le monde. Donc on ne peut pas critiquer la technique en soi, on ne peut pas être technophobe, ça n'aurait aucun sens. Et c'est pas comme ça qu'il faut évidemment poser le problème. Il faut poser le problème en essayant de penser la technique, non pas uniquement comme un fait technique, mais en penser la technique, en fait, comme un phénomène fondamentalement social et politique. Et on pourrait considérer que la technique, c'est du rapport social, des représentations politiques, des visions du monde qui sont en fait intégrées dans des dispositifs matériels. Et je pense que c'est de ça que j'aimerais en réalité parler. Donc j'aimerais, alors dans ce livre, donc je suis ici pour vous parler du livre que j'ai publié. C'est un livre assez peu raisonnable en fait, parce que c'est un livre, comme vous l'avez dit, qui part dans trop de directions sans doute. C'est un livre où il faut toujours expliquer d'où on parle. Moi, je parle du début du 19e siècle. Je parle du moment où la technique commence à se mettre en place telle qu'on l'entend aujourd'hui. Donc je parle de ce point de vue, et je parle aussi du présent. Je parle aussi du présent, je parle de ces deux points de vue. Et ce livre est un défi pour un historien, parce que l'historien aime bien, en général, c'est sa force, l'historien aime bien parler assis sur un tas d'archives. Ça le rassure, ça lui donne une certaine sécurité. Dès que l'historien commence à parler en se levant de son tas d'archives, il prend des risques. Il est plus légitime. Pourquoi l'historien, il aurait quelque chose à dire ? Or, ce livre est un livre écrit largement de seconde main. C'est un livre qui repose sur des lectures, qui repose en partie sur mon travail personnel, mais qui repose aussi sur des lectures. En fait, ce livre est une invitation, une sorte de défi qu'on m'a lancé en me disant « D'accord, très bien, tu nous parles des débats sur les machines au début du 19e siècle, mais ça résonne en nous, et on a envie d'en savoir plus, et donc viens jusqu'à nous, et va jusqu'au présent. » Et donc ce livre, c'est une tentative pour essayer de comprendre comment le débat sur les techniques s'est reconfiguré depuis 2 siècles, c'est-à-dire depuis les débuts de l'industrialisation, et depuis les débuts, depuis le moment où l'idée de progrès technique a émergé, l'idée de technique même, telle qu'on l'entend, a émergé, puisque la technique n'existait pas au XVIIIe siècle. Personne ne parlait de technique. Si vous regardez les dictionnaires du XVIIIe siècle, par exemple, vous trouverez que les définitions données au mot technique sont assez étonnantes. La technique, ça désigne, dans le dictionnaire Trévoux du milieu du XVIIIe siècle, la technique, ça désigne en fait des manières de mettre en vers un texte pour mieux remémorer, pour mieux se remémorer, pour mieux retenir quelque chose. La technique, ça renvoie à quelque chose de très large aussi. La technique, ça renvoie à des savoir-faire, à des arts de faire, savoir chanter, savoir écrire. Mais la technique ne renvoie pas à des machines qui permettent d'améliorer la productivité et l'efficacité d'une fabrication. La technique, c'est un concept beaucoup plus large. Ça désigne une certaine manière, un certain savoir-faire, la maîtrise de certains processus. Ça va bien au-delà que la définition étroite qui va s'imposer au XIXe siècle, et en identifiant la technique, en fait, à des procédés productifs, à des artefacts matériels permettant d'améliorer notre emprise sur le monde, nous permettant d'être plus efficaces pour nous déplacer, pour travailler, pour faire une multitude de choses au travail, au quotidien, dans l'espace public. Bon, donc je crois que ça, c'est un premier point. Donc ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, en fait, comment la technique s'est redéfinie parallèlement à sa mise en débat. Puisque ce qui est au cœur de mon livre, c'est de dire que les technocritiques ne sont pas des technophobes, les technocritiques sont ceux qui, à chaque moment, essayent d'avoir une approche réflexive. C'est-à-dire essayent de penser les effets dans toutes leurs dimensions des produits techniques, des machines, des outils qui sont mis sur le marché à chaque époque. Et il me semble que, en réalité, autre point important dans mon livre,
contrairement à ce qu'on pourrait croire, la technocritique n'est pas quelque chose de récent. La technocritique ne naît pas depuis les années 80. On aurait pris conscience du fait qu'il y a des dangers, il y a des risques. Alors, il y a le père d'un ami qui s'appelle Jean-Baptiste Fresso, qui était venu vous faire une conférence, je crois, l'année dernière, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'Apocalypse joyeuse, sur l'histoire du risque technologique, en lien notamment avec les questions environnementales, où il montre très bien que le débat sur les dangers, les risques, n'est pas une invention récente depuis les années 80, mais quelque chose qui a accompagné en permanence le processus d'industrialisation, l'a modelé en permanence. Ça, c'est évidemment en réaction notamment à la thèse d'un certain nombre de sociologues qui considèrent que notre société est devenue plus réflexive, c'est-à-dire plus consciente. Avant, on était ignare, avant, on n'avait pas conscience des dangers, et aujourd'hui, on est devenu conscient. Une manière encore de reproduire une sorte de vision linéaire et évolutionniste de l'histoire en nous plaçant au sommet de l'évolution. Nous sommes conscients, alors qu'avant, ils n'étaient pas conscients. Donc, nous sommes au sommet de l'évolution. En réalité, si on regarde ça d'un peu plus près et d'un point de vue historique, on se rend compte que la conscience a été permanente. Elle n'a cessé d'accompagner. Et donc, ce que j'appelle les technocritiques, ce sont ceux qui essayent d'être conscients, en quelque sorte. C'est-à-dire de penser toutes les dimensions du phénomène technique dans sa complexité, y compris ses risques, y compris ses apories, y compris ses absurdités, en quelque sorte. Et cette technocritique, elle est permanente. Alors, elle n'est pas permanente. Il y a des moments, en fait, technocritiques. Il y a des phases technocritiques. Il y a des moments d'invisibilité, d'épuisement, de disparition des critiques. Et il y a des moments de résurgence. C'est pour ça que je vous disais, les années 50 sont une phase avec très peu de critiques, et celles qui sont formulées sont peu audibles. Les années 70 sont des moments d'explosion de la technocritique. Donc l'histoire, c'est pas l'histoire linéaire d'une prise de conscience, c'est l'histoire d'une lutte permanente entre des positions, que je dirais, technoprophétiques, et des positions technocritiques qui s'affrontent à chaque fois autour d'un certain nombre d'enjeux. Et donc c'est cette question, mais je suis vraiment, comme à chaque fois, beaucoup trop long. Ce sont ces questions que j'aimerais évoquer en revenant au début du 19e siècle. Donc, en gros, le schéma que je vais suivre, mais en réalité, je parlerai que de la première partie pour l'essentiel. J'essaierai, non. Mais je garderai les autres, le trait contemporain pour la discussion, si vous voulez bien. En gros, pour simplifier à l'extrême, je dirais qu'il y a trois moments. C'est ce que j'ai essayé de dégager dans mon livre, que vous avez rappelé. Il y a en gros trois moments. Il y a un moment, au début de l'industrialisation, que j'ai appelé l'âge du doute, là, pour l'exposer, l'âge du doute ou l'invention conflictuelle du progrès par la technique. C'est un moment ambigu, parce que la technique n'existe pas véritablement comme phénomène unifié, homogène. Et la technique fait l'objet d'une immense mise en débat dans la société civile à des niveaux très divers. Il y a un moment qui suit, que je vais appeler l'âge des machines. C'est un moment marqué pendant un long siècle, du milieu du 19e siècle aux années 1960, qui est un moment assez réduit dans l'histoire humaine et même dans l'histoire des sociétés contemporaines. Durant ce long siècle, il y a effectivement un moment de cadrage modernisateur assez fort, c'est-à-dire de moments où la société se construit par une confiance très forte dans la technique. C'est elle qui doit permettre à la fois de construire le futur, de créer une société d'abondance, de résoudre les diverses apories de la modernité. Et ce qui se passe depuis les années 60-70, de façon un peu discontinue, c'est une réémergence, ou plutôt une montée en puissance d'un certain nombre de discours technocritiques. Donc l'âge du doute ou l'invention conflictuelle du progrès par la technique, c'est le premier point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est-à-dire c'est le début de cette période d'industrialisation. Donc les dates ici sont évidemment sans signification puisque c'est des phénomènes qui n'ont pas il n'y a pas de date. C'est des dates symboliques. Les processus se font de façon plus souterrain, complexe, et c'est très variable selon les groupes sociaux, c'est très variable selon un certain nombre de facteurs. Durant cette période, néanmoins, donc qui correspond globalement à ce qu'on appelle dans l'historiographie, ce qu'on appelle à l'école aussi la révolution industrielle, c'est-à-dire le moment où les sociétés d'Europe de l'Ouest s'engagent dans un processus de croissance économique, de croissance de la production. C'est durant ce moment que un nouveau langage s'invente, qui est le langage dans lequel on baigne et qu'on utilise pour qualifier tous ces phénomènes. Durant cette période, on voit apparaître une nouvelle représentation des techniques et une nouvelle représentation du progrès technique. Le progrès technique, cette idée-là,
n'allait pas de soi dans les sociétés d'Ancien Régime. Déjà, la notion de progrès n'existait pas. Le rapport au temps n'était pas pensé de façon évolutionniste, mais de façon plutôt cyclique. L'histoire pouvait être aussi un déclin. L'idée que l'histoire avançait dans le sens d'une amélioration progressive, cette idée et cette définition même du mot progrès ne s'impose qu'au début du XIXe siècle. Et la notion, cette définition du progrès s'invente au même moment que la notion de technique commence à apparaître et à acquérir sa signification contemporaine. Au cours de cette période, de plus en plus, la technique devient l'un des principaux moteurs de transformation de la société. Et l'une des principales manières par laquelle la société peut progresser. Or, cette idée va se mettre en place très très lentement. Elle va se mettre en place très très lentement. Et c'est pas avant la deuxième moitié du XIXe siècle, globalement, qu'elle sera largement partagée. Au début du XIXe siècle, y compris chez les économistes, y compris chez les théoriciens de la société industrielle, la technique fait l'objet d'énormément d'interrogations, de doutes, d'incertitudes. Si vous prenez d'ailleurs les premiers théoriciens de l'économie politique, comme Adam Smith, que vous connaissez, Adam Smith n'accorde que très peu d'importance aux techniques. La technique n'est pas la condition de la croissance, de l'amélioration de la production. Pour Adam Smith, c'est bien la division du travail compte beaucoup plus que les techniques et que les machines. Les machines n'ont pas de place véritablement dans le système théorique d'Adam Smith. De même, chez Ricardo, qui est l'un des grands théoriciens de l'économie politique au début du XIXe siècle, Ricardo a énormément d'interrogations et de doutes sur les machines, sur le rôle du changement technique dans l'industrialisation. Il y a un chapitre d'un de ces grands traités d'économie politique qui va servir de base à la théorie libérale au XIXe siècle, puisque Ricardo est l'un des théoriciens du commerce international et de la libéralisation du commerce international. Et il est l'un des premiers aussi à introduire un chapitre intégralement consacré aux machines et à leur rôle dans la production, mais dans lequel il s'interroge. Et dans ce chapitre, par exemple, il donne raison aux ouvriers. Le livre est publié en 1819, un traité d'économie politique. Et en 1819, il donne raison aux ouvriers qui s'étaient soulevés quelques années auparavant dans l'industrie textile anglaise en brisant des machines. Et Ricardo lui-même dit ils n'avaient pas tort quand même de briser les machines. Ça a suscité une énorme controverse chez les économistes anglais. Et finalement, Ricardo a publié une deuxième édition de son livre quelques années après où il a modifié le chapitre avec une interprétation plus orthodoxe du rôle du changement technique dans l'industrialisation. Même encore dans les années 1830, au moment où la société industrielle commence à véritablement s'installer, des économistes comme par exemple Adolphe Blanqui, qui était titulaire de la chaire d'économie au Conservatoire des Arts et Métiers, qui était le successeur de Jean-Baptiste Say au Conservatoire des Arts et Métiers. Adolphe Blanqui écrivait « Aucun siècle n'a vu s'accomplir en aussi peu de temps de telles révolutions économiques, et il n'est pas surprenant que des métamorphoses aussi inusitées aient déconcerté tous les systèmes. Les producteurs étaient loin de prévoir que les machines leur apporteraient tant de puissance et tant de soucis, ni que le paupérisme revêtirait des formes si terrifiantes. » Blanqui, dans son traité d'économie, qui enseigne donc, au Conservatoire des Arts et Métiers, donc dans une institution qui est chargée de promouvoir l'industrialisation et le changement technique, Blanqui présente une position assez ambiguë également. Selon lui, le changement technique qu'il observe en Angleterre à l'époque, avec l'industrialisation, la mécanisation de plus en plus rapide des usines textiles, le changement technique est une source de crise et une source d'aggravation de la misère et du paupérisme pour les classes ouvrières. Et donc même chez ces théoriciens de l'économie politique, il y a une forme de compréhension, d'acceptation, qu'on ne trouvera plus du tout après 1850. Après les années 1850, les ouvriers qui protestent contre les machines ne sont que d'absurdes ignorants qui n'ont pas compris la marche du progrès. Au début du 19e siècle, c'est pas du tout le cas. Il y a une certaine compréhension, il y a une réflexion sur les effets du changement technique. Évidemment, c'est une époque aussi, alors c'était l'une des autres particularités de mon livre, j'aurais dû dire au début, comme vous voyez, je suis désordonné. L'objectif de mon livre, c'était aussi souvent quand on lit un livre sur l'histoire des techniques, où on est dans deux genres. Soit on est dans l'histoire des techniques, alors l'histoire des techniques, c'est une sous-discipline assez particulière, qui a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années, mais qui pendant très longtemps a été une histoire assez héroïque. D'ailleurs, l'histoire des techniques a été faite pendant longtemps par des techniciens qui se faisaient les historiens de leurs propres pratiques. Des ingénieurs, des inventeurs, des scientifiques faisaient l'histoire de leur discipline, faisaient l'histoire des dispositifs sur lesquels ils ont travaillé pendant toute leur vie. Donc c'était une histoire assez héroïque, une histoire qui analysait la technique
sous un angle progressiste, c'est-à-dire qui analysait le perfectionnement des dispositifs, avec l'idée que toutes les trajectoires alternatives, toutes les autres techniques disponibles à un moment donné étaient destinées à disparaître, parce que le progrès technique allait dans une direction bien évidente, en quelque sorte. La technique progressait par sa propre amélioration, par une sorte d'amélioration interne. Pourquoi je dis ça ? Et donc le progrès technique... oui, il y a un deuxième genre littéraire qui s'occupe de la technique, c'est une littérature peut-être de l'ordre du pamphlet, une littérature d'essayiste ou une littérature vaguement philosophique qui théorise la technologie, qui fait de la technique une sorte de concept métaphysique et qui réfléchit la technique comme ça à partir de grandes catégories. Il me semble que le problème avec ces approches, c'est qu'elles font disparaître tout un certain nombre d'acteurs, et en premier lieu, elles font disparaître les acteurs sociaux. Elles font disparaître les usagers de la technique. Ces approches font disparaître, soit s'intéressent aux grands philosophes, soit on s'intéresse aux dispositifs techniques et à l'œuvre des inventeurs et des ingénieurs, mais dans cette analyse de la technique, en fait, les utilisateurs, les ouvriers, cette multitude d'acteurs sociaux ordinaires et invisibles qui tournaient autour des techniques, qui les utilisaient, qui les perfectionnaient, qui les amélioraient, qui parfois les contestaient, ils sont invisibles. Donc dans mon livre, j'ai essayé de tenir ensemble une histoire sociale par en bas, une histoire qui est attentive aux usagers dans leur diversité, avec une histoire aussi des grands débats théoriques sur la technique, et de voir comment, justement, ces deux espaces s'agencent. Comment il y a des circulations. Les philosophes ne sont pas des gens qui pensent dans le ciel des idées. Les philosophes sont inscrits toujours dans un moment. On a l'impression parfois qu'on entend parler des philosophes, mais je ne devrais pas dire ça, que les idées fonctionnent comme ça, de façon autonome. En réalité, les philosophes sont toujours pris dans une époque et réagissent aussi face à ce qu'ils observent concrètement. Même s'ils ne le disent pas explicitement dans leurs écrits, en fait, ils pensent avec leur société en permanence. Et donc, j'ai essayé de connecter comment ces discours, ces débats circulaient dans différents espaces sociaux, dans différents mondes intellectuels. Et donc, notamment, je me suis beaucoup intéressé aux ouvriers, à l'histoire sociale de la mécanisation. C'était le point de départ de mon travail, et j'ai essayé de suivre les conflits sociaux. Or, avant les années 1840, durant cette période de la première industrialisation, entre le 18e et le milieu du 19e siècle, il y a un assez grand nombre de conflits sociaux autour du changement technique. Il y a un certain nombre de luttes, de mouvements, dont le plus connu est sans doute le ludisme. Alors bon, vous connaissez un peu, peut-être... Vous avez déjà entendu parler du ludisme, ou vous voulez que j'en dise un petit mot ? J'en dis un petit mot. Alors, très bref. Le ludisme, c'est le nom qu'on a donné à un mouvement, un vaste mouvement collectif qui a touché l'Angleterre, le nord de l'Angleterre, les grandes régions industrielles, au cœur de la révolution industrielle anglaise dans les années... au début du 19e siècle, en 1811-1812 pour être précis, et pendant de longs mois, des milliers d'ouvriers se sont soulevés, se sont insurgés contre des usines et ont détruit des machines. On a appelé ça le ludisme. Alors il y a tout un folklore autour de ludisme. Les ouvriers se déguisaient, ils allaient incendier les usines pendant la nuit après avoir envoyé des lettres de menaces aux fabricants. Alors c'est un phénomène extrêmement complexe, le ludisme, dont la question des machines n'est qu'une dimension. Il y avait plein d'autres revendications dans cette grande révolte sociale très célèbre en Angleterre, beaucoup moins en France. Il y avait des questions salariales, des questions d'organisation du travail, des questions aussi liées à l'attitude d'un certain nombre de fabricants, et la question des machines et la question des techniques. Pour les ouvriers, briser aussi les machines, c'était une manière de faire pression sur les capitalistes, de les punir, de les affaiblir. Ce n'était pas forcément une manière de protester contre des innovations techniques. Mais il y avait aussi cette dimension dans le ludisme, et ce qui est intéressant, c'est que le ludisme est devenu, en Angleterre et ailleurs, est devenu synonyme en fait de résistance ouvrière à la mécanisation du travail, à l'industrialisation. Donc là, il faut distinguer la catégorie, la notion de ludisme et ses usages ultérieurs du phénomène historique qu'on appelle ludisme, qui est un phénomène beaucoup plus complexe, même si une partie du ludisme était aussi le résultat d'une protestation d'un certain nombre d'ouvriers du textile contre des trajectoires techniques qui se dessinaient et qui risquaient de les remettre en cause leur position. Alors, on est en 1811-1812, dans un moment très complexe en Angleterre, blocus continental, guerre avec Napoléon, grave crise économique en Angleterre, et donc effondrement des marchés, donc chômage très important à Manchester et dans les villes industrielles du Lancashire. Donc c'est une période aussi de résurgence de troubles fumentaires, d'émeutes de la faim en Angleterre, une période de très forte tension. Et pour un certain nombre d'acteurs ouvriers, les machines vont être au cœur de leur critique
politique, au cœur de leur discours. Et ce mot ludisme va être très très rapidement médiatisé, mais d'ailleurs très largement bien au-delà de l'Angleterre, puisque par exemple si vous lisez la presse napoléonienne, il n'y a pas de raison que vous fassiez ça prochainement, mais si vous lisez la presse napoléonienne de 1811-1812, vous verrez que la référence au ludisme est omniprésent. En 1811, Napoléon a restreint très drastiquement le nombre de titres de presse. Il n'y en avait plus que 4 journaux nationaux qui étaient extrêmement contrôlés par le pouvoir. Et si vous lisez, vous verrez que toutes les semaines, il y a des références à des ouvriers anglais qui détruisent des machines dans des usines textiles. Bon, pour Napoléon, c'était une manière de montrer à l'opinion française que la guerre était bientôt gagnée, que l'Angleterre était au bord de la guerre civile, que c'était un bazar sans nom, et que bon. Mais ça a contribué aussi à diffuser ce terme, Et d'ailleurs, en France, on l'emploie à l'époque. Pour parler de ce qui se passe en France, on utilise le terme anglais de ludisme. Il y a des correspondances du ministère de l'Intérieur à propos de ce qui se passe dans le Languedoc, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, parce qu'on est à Montpellier quand même. Mais il y a où on compare les ouvriers languedociens avec les ludites anglais de 1811. Bon, donc c'est un terme qui a ensuite disparu en France et qui a ressurgi depuis les années 90, puisqu'il y a un vague mouvement néoludite qui s'est constitué pour protester contre l'informatisation et qui a repris cette catégorie de ludisme de façon intéressante. Alors évidemment, en mythifiant largement ce qu'a été le ludisme, mais c'est normal, les acteurs politiques et sociaux instrumentalisent toujours l'histoire dans toutes les directions et c'est de bonne guerre. Bon, alors, oui, je suis un peu long, mais... vous me dites quand je commence à vous ennuyer. L'un des groupes d'ouvriers qui protestaient, qui s'est soulevé au début du 19e siècle en Angleterre, c'est ceux qu'on appelle les tondeurs de draps. Alors je ne vais pas prendre des tas d'exemples, je ne vais pas m'étendre, je vais prendre juste un exemple que je vais développer un peu, parce que c'est un exemple que j'aime bien, et puis il a des relations avec l'industrie régionale. Et j'ai un peu travaillé dessus, et c'est un exemple intéressant. Donc c'est un exemple d'ouvrier qui a été particulièrement technocritique dans les années, au tout début du 19e siècle, c'est ceux qu'on appelle les tondeurs de draps. Pour le dire très rapidement, le tondage de draps, ça peut paraître, c'est une profession qui a disparu depuis un certain temps. Le tondage de draps, c'est l'opération finale de la fabrication d'un drap de laine qui consiste à couper les petits bouts de laine qui dépassent une fois que le drap a été tissé. Et c'est une opération très importante parce que la qualité finale, donc ça vous avez des représentations du tondage de drap à la maillotche, c'était le nom de l'outil, une sorte de gros ciseau que vous voyez en bas à droite, en haut à gauche. Donc vous avez une représentation d'un atelier de tondeur anglais à la fin du XVIIIe siècle, dans le Yorkshire, dans les régions où il va y avoir des émeutes ludites en 1811. Vous avez une planche de l'encyclopédie et vous avez une statue représentant un tondeur au travail qui date également de cette époque-là. Et donc ces tondeurs de draps, c'était un groupe très particulier. C'était un groupe bien payé, qui intervenait à la fin du processus de production, qui travaillait dans des petits ateliers et qui joue un rôle très important parce que la qualité du drap, sa capacité à être commercialisé, dépendait très largement de cette étape finale du processus de fabrication. Or, les tondeurs de draps vont sans doute être parmi les ouvriers qui vont le plus violemment résister à la mécanisation de leur travail au début du 19e siècle et qui vont réussir à, disons, mettre la question des machines au début du 19e siècle en débat dans la société grâce à travers leurs actions. Puisque les tondeurs de draps vont être très rapidement confrontés à l'arrivée de processus techniques, de mécanisation, qui vont donner naissance à des troubles importants. Les ludites anglais, par exemple, s'opposaient à cette machine, qui est une tondeuse mécanique de draps. Moi, je ne rentre pas dans les détails, sinon on ne s'en sortira pas. Et ces tondeuses mécaniques, par exemple, sont des machines qui ont été détruites en 1811-1812 en Angleterre. Ce sont des machines qui déjà avaient suscité différents débats bien avant, depuis les années 90, depuis que les premiers prototypes sont importés, sont utilisés en Angleterre, puis à Sedan, dans le nord de la France. Ça suscite des plaintes régulières. Par exemple, je vous ai mis un extrait d'un rapport évoquant... mais la terreur qu'inspirent les ouvriers, la crainte fondée de les voir se livrer aux derniers et plus coupables excès si quelques particuliers tentoient à l'introduction de la mécanique en empêcherait de bien longtemps l'usage à Sedan. Donc rapport remis au ministre du Commerce sur la situation à Sedan et qui explique que les industriels ne peuvent pas, ont du mal à mécaniser parce que il y a la crainte que les ouvriers... on n'est pas dans le grand capitalisme du XXe siècle où le rapport d'inégalité s'est installé dans l'entreprise. On est dans une époque... où l'industrie commence, où les tondeurs de draps sont capables d'imposer leur volonté, d'imposer leur salaire aux maîtres.
Le grand débat de l'époque, c'est l'insubordination permanente des artisans, des maîtres ouvriers. Et l'objectif du 19e siècle, ça va être de domestiquer cette main-d'œuvre pour faire advenir un capitalisme plus rationnel, plus efficace. Et pour que le capitalisme soit plus efficace, il faut d'abord que toute cette insubordination des différents acteurs ouvriers soit domestiquée. Bon, d'ailleurs, c'est l'une des fonctions historiques du changement technique aussi, que de domestiquer ces différents acteurs. Alors, donc cette machine va susciter des troubles divers et variés. Ça, c'est un deuxième type de machine à tondre les draps. Alors, la première est une machine assez simple qui se contente en fait de mécaniser le travail à la main. Là, c'est un processus plus complexe qu'on appelle le tondage hélicoïdal. C'est comme une tondeuse à gazon. C'est une sorte de lame circulaire qui tourne et qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus dangereuse en quelque sorte pour les ouvriers. Parce que là, le geste et la nature du travail a radicalement changé. Alors que là, si vous voyez bien, en fait, d'une certaine manière, c'est une sorte de mécanisation du travail manuel, mais qui reprend à peu près les mêmes gestes que le travail manuel. Bon. Alors, juste... et donc, ces tondeurs de draps voilà, on arrive au Languedoc. Ces tondeurs de draps se sont soulevés de façon récurrente en Angleterre au début du 19e siècle, à l'époque du ludisme. Lorsque les machines à tondre les draps commencent à arriver en France de façon plus intense après 1815, après le retour de la paix, les ouvriers vont se faire entendre et se plaindre de multiples manières, sous la forme de pétitions, de textes, de plaintes, d'écrits. En revanche, il y a une région industrielle qui va aller au-delà des plaintes orales pour se soulever. C'est donc les places lainières du Languedoc, puisque le Languedoc, vous le savez, à l'époque, était une grande région industrielle qui produisait une part importante des draps en France et qui va engager un processus de désindustrialisation assez complexe dans les années qui vont suivre, dans les décennies qui vont suivre. Donc on est vers 1820, dans un moment où le Languedoc lainier rentre en crise, où la production tend à décliner au profit des centres de production du Nord qui produisent à meilleur marché. Et donc, dans le Languedoc, tous les centres, dont je vous ai représenté les principaux centres lainiers de l'arrière-pays languedocien autour de 1820, avec la date où il y a eu des émeutes contre l'arrivée de cette tondeuse mécanique. Alors ce qui est intéressant, c'est que, je ne rentre pas dans les détails, ces émeutes prennent une multitude de formes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des contacts entre ces différentes villes industrielles. C'est-à-dire que les ouvriers envoyaient des émissaires. Est-ce que la machine est arrivée chez vous ? Oui, elle va bientôt arriver chez nous, alors on s'organise, on se rassemble clandestinement la nuit à la périphérie pour voir ce qu'on va faire, mettre en interdit l'atelier, et si la mise en interdit et les lettres de menace ne suffisent pas, on passe à l'action et on détruit la machine. Ça va durer comme ça pendant plusieurs années de façon assez régulière. Il y a eu une grosse émeute aussi à Vienne en 1819, donc à Vienne dans le Dauphiné, qui était également un grand centre drapier à l'époque. Et cette émeute a été énorme. Elle a mobilisé un régiment de l'armée, plein de gendarmes. Elle a donné lieu à une intense correspondance entre le ministère du Commerce et le préfet localement. Il y a eu un grand procès aux assises parce qu'à Vienne, les ouvriers, toute la ville s'est insurgée à l'arrivée de la machine, qui était escortée par une dizaine de gendarmes. Et toute la ville s'est insurgée et a détruit la machine. Et puis on l'a jetée à la rivière, etc. Et à la suite, il y a eu un procès en assises. Alors deux choses. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Nord, la mécanisation s'est faite sans conflit. Dans le Midi, notamment dans le Languedoc, il y a eu des conflits récurrents et réguliers. Comment expliquer cette différence entre le Nord et le Sud ? Je pense que pour une raison, il y a plein de raisons en réalité, mais la raison principale, c'est que dans le Nord, la mécanisation a été beaucoup plus progressive. Par ailleurs, dans le Nord, donc quand je dis dans le Nord, c'est la Normandie, le Nord, le département du Nord autour de Lille, et puis en partie la Champagne, la région rémoise. Dans ces régions-là, la mécanisation n'a pas suscité de conflits sociaux de la part des ouvriers. Alors que dans le Sud, il y a eu des conflits récurrents. Et donc, ce décalage s'explique par plein de phénomènes intéressants. C'est lié au fait que dans le Nord, la mécanisation a été progressive. C'est-à-dire qu'on est passé par plusieurs types de machines successives avant d'arriver à cette machine-là particulièrement dangereuse. Dans le Nord, il y a plein d'industries qui se développent parallèlement. Il y a l'industrie du coton, il y a d'autres secteurs d'activité. Donc en gros, il y a un marché du travail qui peut permettre aux ouvriers d'épités, privés de leur travail, de trouver d'autres emplois éventuellement. Dans le Nord, il y a déjà eu des émeutes contre les machines plus tôt, notamment dans l'industrie du coton, qui ont été très vivement réprimées par l'État. En revanche, dans le Midi, on est dans une situation différente parce que les industriels
En réalité, les fabricants, qui étaient des plus petits fabricants, ne vont pas mécaniser. C'est uniquement les plus gros qui vont mécaniser et en important immédiatement d'emblée la technique la plus efficace. Et donc le risque, le danger représenté par ces machines apparaît d'emblée comme beaucoup plus radical. Par ailleurs, le Languedoc est dans une période de crise, de désindustrialisation. Il n'y a pas vraiment d'emploi industriel, de substitution pour permettre à la main-d'œuvre de se recycler. Donc, c'est un micro-exemple de ce qu'on pourrait faire une histoire sociale de la technocritique, c'est-à-dire une histoire de la façon dont les ouvriers protestent contre la mécanisation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, les ouvriers ne parlent pas. Sont-ils... En réalité, ils ne parlent pas. Si, ils parlent. Ils écrivent. Le problème, c'est qu'ils n'écrivent pas des livres imprimés qu'on peut trouver à la Bibliothèque nationale. Ils écrivent des plaintes, des chansons, des lettres de menaces, des pétitions aux autorités locales qu'on retrouve aux archives départementales. Et dans ces lettres qu'ils écrivent ou qu'ils font écrire, ils articulent une pensée technocritique. On pourrait élaborer, il y a un historien anglais qui s'est amusé à ça, une philosophie du ludisme des ouvriers du textile. On essaie. Le problème, c'est que les ouvriers, souvent, on considère qu'ils ne pensent pas. On part du principe qu'ils ne pensent pas. Ils agissent, ils travaillent, mais ils ne pensent pas. Ils pensent aussi. Et parmi les arguments qu'ils mobilisent contre cette mécanisation, en fait, il y a des arguments juridiques, il y a des arguments politiques, il y a des arguments de justice. L'un des arguments qui revient, c'est que les machines, en fait, vont détruire la concorde, la sociabilité locale et renforcer les inégalités au profit de qui ? Au profit du plus gros fabricant. Puisque qui mécanise ? C'est l'industriel qui a le plus de capitaux et celui qui va laminer ses concurrents localement. Or, ce qui est très intéressant, c'est que ces ouvriers ont le soutien des autorités. C'est-à-dire que les maires, par exemple, dans les villages du Languedocien ou à Vienne, le maire demande à l'industriel de ne pas introduire sa machine. Parce qu'il se rallie aux arguments des ouvriers. Et il dit... Ça sert à rien, vous allez mettre le bazar localement pour rien, donc inutile de mécaniser. Et l'industriel de Vienne est obligé de faire appel au gouvernement, au ministre du Commerce, pour se plaindre des autorités locales qui ne le soutiennent pas assez contre ses ouvriers. Donc on voit que le rapport de force, il n'est pas d'un côté entre les patrons et les ouvriers. À l'époque, ça n'a aucun sens. Il est en fait entre quelques modernisateurs et la masse de la population locale, et y compris les autorités. Et d'ailleurs, lors du procès d'assises contre les briseurs de machines de Vienne en 1819, les ouvriers ont été relaxés. Ils ont été relaxés en considérant que leur soulèvement était légitime. Ils étaient dans une situation sociale assez difficile et qu'on peut comprendre que cette machine a été vue d'un mauvais œil. 20 ans après, c'est plus possible. Des ouvriers qui se soulèvent, là on est en 1819-1820. Après 1830-40, c'est inenvisageable. Il y a d'autres cas de procès en assises pour des faits de ce type, et là, ils sont condamnés à de la prison assez fortement. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu un ralliement, pour le dire très brièvement, de l'ensemble des élites à l'optimisme industrialiste et à l'idée que ces machines étaient la condition du progrès industriel et donc d'une société d'abondance. Alors, ces bris de machines, en fait, on les trouve de façon récurrente dans la France et dans l'Europe du 1er 19e siècle. Ces bris de machines, je vous en parle parce qu'en fait, ils vont contribuer à entretenir la technocritique, y compris la technocritique des intellectuels. C'est-à-dire que ces bris de machines vont obliger les théoriciens de la société industrielle à se positionner sur la question des machines et à apporter des réponses à ces accusations portées contre les machines, de priver les ouvriers d'emploi, de faire baisser le niveau de vie, de renforcer l'inégalité à l'intérieur de la communauté. Il va falloir apporter des réponses à toutes ces accusations. Donc, disons que la deuxième moitié, à partir des années 1840-50, ce type d'action, et on trouve à l'époque de nombreux discours exprimés par des écrivains, des poètes, contre la technique, qui ne voient pas d'intérêt à la technique, ou en tout cas qui voient un intérêt, mais qui n'accordent pas plus d'importance que ça à ce changement technique dans le changement social et industriel. Les choses... Alors, je m'étends pas, mais j'aime beaucoup cette image, alors je vous la montre. C'est une gravure qui a été publiée en 1830. Vous voyez sur la banderole, écrit de façon approximative, « Plus de tournebroches mécaniques ou la mort ». Nouvelle interprétation de l'article 14. La charte prohibe les tournebroches mécaniques. Alors cette image, je vous en dis quand même un petit mot pour expliquer, c'est une image intéressante qui fait suite à une autre des grandes
protestation violente qui va frapper l'opinion et contribuer à nourrir le débat sur le sens du changement technique à cette époque-là, c'est en 1830 le soulèvement des imprimeurs parisiens contre les presses mécaniques. Puisque les presses mécaniques mises au point en Angleterre en 1814-1815 arrivent en France dans les années 1820 et vont susciter des plaintes récurrentes des imprimeurs typographes qui, au lendemain de la Révolution de juillet 1830, lorsque juste dans les premiers jours de la Révolution, les imprimeurs typographes profitent de la Révolution pour aller détruire les presses qui avaient été introduites 2 ans auparavant dans l'imprimerie nationale, qui faisait l'essai des presses mécaniques. Et toutes les presses introduites dans l'imprimerie nationale et dans quelques imprimeries privées aussi, qui étaient d'ailleurs les plus grosses imprimeries, celles qui fabriquaient les journaux et qui étaient aussi accusées par les imprimeurs typographes de faire du mauvais travail, c'est toutes les machines, toutes les mécaniques à imprimer sont détruites. Et ça a suscité énormément de débats. Lafayette est intervenu, tous les grands théoriciens de l'économie politique de l'époque sont intervenus pour expliquer, parce que là, on n'a pas affaire à des ouvriers du textile languedocien un peu marginalisés malgré tout dans la société de l'époque. On a affaire à des imprimeurs typographes, c'est-à-dire des acteurs qui sont au cœur à la fois de la capitale, mais qui sont au cœur des réseaux de sociabilité intellectuelle. L'imprimeur typographe, c'est pas n'importe qui, hein. C'est des gens qui savent lire, qui sont cultivés, c'est pas des bougres qui sortent de nulle part, c'est des gens qui d'ailleurs théorisent. Il va y avoir toute une série de brochures publiées par des imprimeurs typographes autour de 1830 pour justifier la destruction des presses mécaniques. Et avec une argumentation assez structurée sur la qualité du travail, la situation du marché, etc. Et donc, ces émeutes des typographes de 1830 va faire l'objet d'une vaste campagne de dénigrement dans la presse et dans l'opinion, et cette image participe en quelque sorte de cette campagne de dénigrement. Elle sort à la fin de l'année 1830, vers décembre. Et en plus, la plainte des typographes, elle a duré longtemps. Parce qu'encore, l'émeute a lieu en septembre, à la fin du mois de juillet. Mais encore en septembre, il y a des grèves dans les imprimeries typographiques de Paris contre les ateliers qui utilisent des mécaniques. Les ouvriers se rassemblent dans un troquet pour délibérer sur les positions à adopter face à la mécanisation du travail dans l'imprimerie. Donc il y a un véritable débat qui se structure sur cette question à l'époque. Et donc là, c'est une lithographie qui en fait tourne en dérision les typographes. Si vous voulez vous moquer d'un typographe, vous le représentez en cuisinier un peu gras qui ne sait pas écrire sur une banderole. Et alors, en fait, cette image est aussi une référence à une des revendications des typographes. Au nom de quoi il brisait les machines? Il a justifié au nom de la Révolution. C'est-à-dire que la Révolution, vous savez, la Révolution de 1830 a renversé Charles X, qui avait voulu priver, qui avait voulu restreindre notamment la liberté de la presse, et qui avait enfreint en fait la charte de 1814. Et donc l'article, les typographes disaient, c'est au nom de la charte restaurée de 1830 qu'on a le droit de briser les machines, parce que la charte comportait un article, l'article 14, qui prévoyait qu'en cas d'impératif, en cas de nécessité, l'État pouvait s'emparer d'une propriété privée. Et donc les typographes disaient, là il y a un cas de nécessité, l'État doit interdire l'utilisation de ces machines et empêcher les imprimeurs qui les utilisent de les utiliser. Et pour cela, ils enracinent leur argument dans une sorte d'interprétation un peu tirée par les cheveux de la charte de 1830. Et c'est cela en fait qui est tourné en dérision par cette lithographie. Je suis vraiment pas raisonnable. Je peux encore parler 10 minutes ou un quart d'heure même. Ouais, c'est bon. Alors, ces violences sur lesquelles j'ai été trop long, mais en fait c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, ces violences, elles ne sont pas restées inaudibles dans la société, elles ne sont pas restées cachées dans les usines, hein, elles ont circulé dans la société. Alors, je vous ai mis quelques textes assez anciens, puisqu'ils datent tous les deux des premières années du 19e siècle, et qui formulent 2 arguments qu'on va retrouver, qui vont se développer ensuite par la suite très fortement. C'est donc le texte de Lauderdale, qui était un Britannique, donc ça c'est la version imprimée traduite de sa brochure, dans lequel il évoque les bris de machines en Angleterre. On est avant le ludisme, hein, donc la question se posait déjà avant 1811. Hein, et l'argument c'est qu'on détruit toutes les machines et nous tombons aussitôt dans la condition des sauvages. Donc là on voit que l'argument, qu'on trouve très peu cet argument utilisé à l'époque encore, mais on voit que l'argument commence à apparaître. C'est-à-dire, en gros, la machine c'est ce qui nous distingue de la barbarie. À un moment aussi où les Européens commencent à se penser comme étant singuliers dans le monde parce que ce sont ceux qui se sont civilisés. Hein. Et donc, ils sont placés au sommet de la hiérarchie des sociétés et des civilisations. Et la machine est le symbole, en fait, de cette suprématie européenne. Et d'ailleurs, c'est pas dans l'industrie britannique et en Europe de l'Ouest que les machines sont utilisées. Si, donc, c'est la preuve. Le texte de Jean-Baptiste Say est très important, parce que ce texte, donc c'est le traité d'économie politique,
qui est le premier grand traité d'économie politique en France, qui va fixer le cadre de la pensée de l'économie industrialiste. Or, Jean-Baptiste Say, c'est quelqu'un d'intéressant. C'est un théoricien, un économiste, mais c'était aussi un praticien qui avait travaillé dans l'industrie textile et qui savait très bien ce qui se passait dans l'industrie de l'époque. Et notamment, il savait très bien ce qui s'était passé à Rouen en 1789, puisque le 14 juillet 1789, les ouvriers de Rouen, les ouvriers du coton, s'étaient insurgés et avaient détruit une série de mécaniques à filet qui avaient été introduits quelques années auparavant, un gros bûcher au centre-ville, où on avait détruit, 14 juillet 1789. Donc Jean-Baptiste Say, dans ce texte, en fait, du travail de l'homme, du travail de la nature et de celui des machines, analyse de façon assez nouvelle pour l'époque comment la nature, le travail et la technique s'agencent dans le processus productif. Et la thèse, et Jean-Baptiste Say va être l'un des premiers à formuler la thèse, pour le dire vite, du déversement. C'est-à-dire que les machines ne créent pas de chômage, explique-t-il, et les ouvriers ont tort de se plaindre, parce que même s'il peut y avoir des phénomènes de désajustement provisoire sur le marché du travail, les machines faisant baisser les coûts de production entraînent une hausse de la consommation, et donc, au final, ça crée plus d'emplois que ça n'en détruit. C'est la fameuse théorie du déversement, c'est-à-dire la mécanisation peut créer des décalages ou des problèmes provisoires, mais qui sont résolus à long terme par la création de nouveaux marchés, par la vente de nouveaux produits et de nouvelles marchandises. Bon, c'est pour ça qu'il y a un problème aujourd'hui. La théorie, c'est avec l'automatisation, l'intelligence artificielle, la généralisation des robots, l'idée, c'est que c'est cette idée qui aujourd'hui peut-être ne tiendrait plus. C'est bon. Donc, en tout cas, Jean-Baptiste Say, au tout début du XIXe siècle, est l'un des premiers à avancer cette idée, et donc c'est ce qu'il explique dans ce texte. Si les fileurs de coton qui, en 89, brisèrent les machines à filature qu'on introduisait alors en Normandie avaient continué sur le même pied, il aurait fallu renoncer à fabriquer chez nous des étoffes de coton. Il introduit un deuxième argument qui va jouer un rôle majeur au XIXe siècle, c'est l'argument de la compétition internationale. Vous ne pouvez pas contester l'arrivée d'une machine, puisque si vous l'utilisez pas, de toute façon, les voisins et les rivaux nationaux l'utiliseront, et donc on perdra en compétitivité. Donc l'argument de la compétitivité. Donc là, on voit se mettre en place tout l'arsenal des arguments économiques pour justifier le changement technique et l'accroissement de la productivité par la technique. La compétition internationale, la question du déversement de la main-d'œuvre d'une activité vers une autre, etc. Donc ces textes, et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ces textes de théorie économique en fait, réagissent à des actions ouvrières. Aujourd'hui, vous pouvez lire un traité d'économie, ils sont assez peu intéressés par ce qui peut se passer dans le monde du travail. C'est pas l'enjeu. À l'époque, l'économie était en fait une discipline, qu'il ne faut pas non plus oublier, c'était une discipline très marginale. Tout le monde se moquait des économistes. Les économistes n'avaient pas ni l'assurance institutionnelle et politique qu'ils ont aujourd'hui, ni la légitimité savante et académique. C'était une discipline toute neuve, qui n'était pas reconnue véritablement comme légitime. Et d'ailleurs, les économistes cherchaient à l'époque à se légitimer. Et donc, l'une des manières de se légitimer pour l'économie politique naissante a été justement de se présenter comme la science qui va enseigner aux ouvriers la bonne attitude à adopter face à la question de la concurrence internationale, face à la question de la mécanisation du travail, face à tous les bouleversements qui voyaient le jour à l'époque. Donc l'économie politique est aussi une science pratique, une science qui s'adresse aux ouvriers. Alors, d'ailleurs, ce texte en fait de Jean-Baptiste Say, qui est très intéressant, j'ai étudié une autre grève qui a eu lieu à Verviers, donc Verviers en Belgique, qui était l'un des grands centres textiles belges, où il y a eu une grande émeute aussi, après 1815, contre la mécanisation du tondage des draps. Et le commissaire de police a lu cet extrait du traité d'économie politique de Jean-Baptiste Say aux ouvriers, qu'il a rassemblés devant l'usine, en leur lisant un extrait du traité d'économie politique de Jean-Baptiste Say pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'il était absurde de faire grève et de se plaindre contre les machines. Donc on voit se mettre en place en fait un discours scientifique de justification aussi, et je dirais d'acculturation, un certain nombre de mécanismes. Et il y a une deuxième manière. Donc l'économie politique a joué évidemment un rôle très important dans la légitimation du changement technique et dans la légitimation du progrès technique, et même dans l'invention du progrès technique. Et les économistes aujourd'hui continuent évidemment d'être ceux qui justifient l'automatisation, la mécanisation sous ses formes contemporaines, au nom toujours de la productivité, de l'amélioration de l'efficacité et donc de l'enrichissement global. Alors,
ce qui est intéressant, c'est que disons que ce refermement de la question des machines, parce qu'en fait c'est ça que j'essaye d'évoquer, c'est comment la question des machines, qui était très vive au début du siècle, va peu à peu se refermer. Ce refermement de la question n'est pas seulement lié évidemment à la diffusion de l'économie politique dans la société, ça aurait été insuffisant. En réalité, elle va passer par une multitude de mécanismes intellectuels et discursifs. Le socialisme, on pourrait en parler pendant des heures, donc j'essaierai de me limiter à 1 minute. Le socialisme, en étant un peu provocateur, je dirais que l'une des missions historiques de ce qu'on appelle le socialisme, ça a été de domestiquer le changement technique. C'est à un moment où il y avait une énorme interrogation sur ce que ça faisait, ce que ça signifiait. Il faut juste rappeler que le mot technique, dans son sens contemporain, apparaît au même moment que le mot socialisme. Le néologisme socialiste, enfin il y a des débats pour savoir quand est-ce que ça commence, mais le néologisme, officiellement, c'est Pierre Leroux, un philosophe qui l'a inventé en 1834. Il distinguait l'individualisme et le socialisme. En fait, le mot est un peu plus ancien, mais il commence à apparaître dans les années 1820-1830, en France, en Angleterre, pour regrouper ceux qui pensent qu'il faut réformer la société. Et il faut penser la société dans sa singularité. Les socialistes, en fait, c'est ceux qui font la science sociale, c'est-à-dire qui pensent que la société peut être étudiée comme un tout cohérent et qu'il faut défendre la société. Et il faut défendre la société indépendamment de toute référence aussi aux religieux. Bon, enfin, je ne parle pas du religieux, c'est compliqué, mais le socialisme, donc, c'est quelque chose qui émerge à cette époque-là, qui émerge en fait en réaction face aux incertitudes, face aux inquiétudes, face aux conflits sociaux qui existent dans la société. Et d'abord, face aux doutes qui existent sur la mécanisation, puisqu'à l'époque, on est dans une époque ravagée par le paupérisme, par la misère sociale. Les grandes usines mécanisées anglaises sont des usines qui effraient par on travaille 15 heures par jour, dans des conditions effroyables, dans des conditions de sécurité où les premières machines, d'ailleurs, si on les contestait, c'est aussi parce qu'elles marchaient pas bien, elles explosaient tout le temps, elles coupaient les bras de tous les côtés. Les récits de bras coupés, de cheveux arrachés par les engrenages des machines textiles, c'est gigantesque à l'époque. Les socialistes, c'est ceux qui vont essayer de penser la modernité industrielle en la domestiquant au service du peuple, en la domestiquant au service des masses, pour que cette richesse produite par l'industrie soit redistribuée. Pour dire c'est ça. Et donc les socialistes, je le dirai un peu rapidement, mais les socialistes sont ceux qui ont essayé de trouver des manières de domestiquer un changement technique qui inquiétait dans la société, qui ont essayé de proposer des solutions pour civiliser les machines, et des solutions qui ne seraient pas celles des économistes comme Say ou des économistes libéraux, qui pour eux considèrent pour ces économistes, c'était le marché qui allait naturellement civiliser les machines et révéler leurs avantages. Les socialistes considéraient que ça ne suffisait pas. Et donc tous les socialistes, et ça c'est d'ailleurs très intéressant, vous pouvez lire des tas d'histoires du socialisme, de la pensée socialiste, vous ne trouverez jamais une référence à la question des machines. Vous ouvrez par contre des traités des socialistes de cette époque-là, que ce soit Proudhon, que ce soit les Fouriéristes, que ce soit Cabet, vous avez tout le temps des machines. Elles sont omniprésentes, les machines. C'est un enjeu de débat permanent et ça les intrigue, ça les inquiète. Ils essayent de comprendre ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont proposer toute une série de solutions pour civiliser les machines. Alors, on pourrait faire une analyse précise de toutes les premières théories socialistes en montrant comment, en fait, ce sont aussi des stratégies pour domestiquer le changement technique. Par des changements des règles de la propriété, par... Alors, je vous ai mis un exemple parmi beaucoup d'autres parce que j'aime beaucoup les Icariens. Je ne sais pas si vous connaissez les communistes icariens. Donc, les communistes icariens, c'était les premiers communistes en France dans les années 1840, du nom d'un livre très célèbre à l'époque qui s'appelait « Le voyage en Icarie », publié par Étienne Cabet. Et si vous lisez ce traité, si vous lisez ce texte, en fait, publié en 1840, c'est une vaste utopie productiviste, où les machines sont partout. Les machines fabriquent tout. Vous lisez des délires de technoprophètes de la Silicon Valley qui expliquent que tout va être robotisé et qu'il n'y aura plus qu'à rester chez soi devant son écran en attendant que ça vienne. Cabet disait la même chose en 1840. Il imaginait un monde hyper machinisé, hyper mécanisé. Tout se fait, alors je ne vais pas rentrer en détail, mais tout se fait avec la machine, même la nourriture. La nourriture, il y avait des grands dortoirs où la nourriture était fabriquée dans une espèce de machine qui tournait toute seule et qui amenait la nourriture toute préparée dans... Il y a vraiment c'est étonnant de voir à quel point les machines sont omniprésentes. Et la définition du communisme, selon Étienne Cabet, c'est une société où il y a des machines à l'infini. Donc, alors, le communisme d'Étienne Cabet, donc c'est une société communiste où il n'y a plus de propriété privée, où... je ne rentre pas plus dans le détail. Et donc, je crois que ce socialisme a été un formidable aussi instrument. D'une certaine manière, le mouvement ouvrier et le mouvement socialiste, sa force historique, et ça a été important, sa force historique a été de domestiquer le changement technique. A été de domestiquer le changement technique en imposant des logiques de redistribution. L'histoire du mouvement ouvrier et l'histoire du socialisme peut se lire aussi
comme une tentative pour rééquilibrer le rapport de force face au changement technique au profit des ouvriers. Ça a passé par des négociations salariales, par des négociations sur la diminution du temps de travail. Toutes ces revendications se faisaient au nom de la mécanisation. Au nom de la mécanisation. Bon. Et cela, d'une certaine manière, on pourrait discuter de Marx. Le rapport des machines à Marx et la question des forces productives et des machines dans la pensée de Marx, en fait, est le résultat de ça. C'est-à-dire que Marx est à Paris à la fin des années 40, il connaît très bien les Icariens, il est au cœur de tous ces débats. Ça va être la génération d'après, Marx, celui qui va monter en généralité, systématiser. Et la révolution, selon Marx, et la société communiste ne pourra naître que dans une société hyper productive. Une société où, justement, les anciens artisans ont été remplacés par des prolétaires, et c'est eux qui pourront faire la révolution. Bon. Donc, d'une certaine manière, chez Marx, la révolution communiste, la condition de possibilité de la révolution communiste, c'est une société hyper technicisée, hyper machinique. Même si lui avait, dans le Capital, il y a beaucoup d'interrogations, de discussions, de doutes, de débats avec les économistes sur la question du changement technique. Oh, pardon. Alors, je terminerai, enfin, oui, je n'ai pas du tout parlé de l'ensemble du livre, mais je terminerai par une dernière stratégie. Une dernière stratégie peut-être dans la deuxième moitié du 19e siècle pour résorber ces violences ouvrières et pour faire accepter de façon positive le changement technique, ça va être la folklorisation des violences et l'invention du progrès technique comme discours culturel, en fait. Alors, par exemple, on trouve ça dans ce que j'appelle le mythe de l'inventeur héroïque, qui devient une sorte de lieu commun de la deuxième moitié du XIXe siècle et qui est sans doute encore en partie dans notre imaginaire. La deuxième moitié du XIXe siècle, c'est le moment où l'industrialisation se stabilise, où l'imaginaire du progrès technique se constitue, s'enracine, et où le scientisme devient un des ferments de la société de l'époque, pas du tout dans un sens péjoratif que j'emploie le mot scientisme. En tout cas, l'idée que la science est le moteur du progrès futur s'impose véritablement dans la société. Et dans ce cadre, il y a toute une série de légendes et qui obstruent en fait notre compréhension de l'histoire passée de la mécanisation. Toute une série de légendes qui apparaissent selon lesquelles tous les grands inventeurs sont des gens qui ont été torturés, traumatisés, persécutés par la foule ignorante des ouvriers qui n'avaient pas compris le sens du progrès technique. Et ça, c'est vraiment un topos de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire l'idée que les inventeurs sont des martyrs du progrès. Alors par exemple, là je vous ai mis deux documents à peu près contemporains, 77-80, qui représentent l'un de ces mythes à l'état pur, c'est le mythe de Jacquard. Vous connaissez tous Jacquard, l'inventeur lyonnais qui a mis au point le métier pour fabriquer des tissus façonnés en soie, etc. Jacquard, je sais pas, peut-être que d'ailleurs vous pensez que Jacquard a été effectivement persécuté par les ouvriers. Ce qui est intéressant, c'est que ça circulait partout. Il y a des dizaines de textes qui racontent comment Jacquard, sous l'Empire, aurait été persécuté par les ouvriers, comment les ouvriers, ne voulant pas de sa machine, auraient voulu le jeter dans le Rhône. Par ignorance, donc, vous avez un extrait du Tour de France par deux enfants, vous avez ce grand manuel scolaire très populaire au début de la Troisième République, c'est deux jeunes enfants qui font le Tour de France et qui racontent ce qu'ils ont vu partout où ils passent, et ils racontent cet épisode de Jacquard, sous une forme vulgarisée, ça va contribuer à diffuser ce mythe Jacquard dans les écoles de la Troisième République et jusqu'à nos jours, qui raconte comment le pauvre inventeur a été persécuté. Vous avez quelques années après une image, par exemple publiée dans un journal de vulgarisation de l'époque qui s'appelait La Science populaire, représentant en une le pauvre Jacquard qui s'apprête à être jeté dans le Rhône par des ouvriers patibulaires. Mais il va être sauvé. Alors en réalité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que Jacquard n'a jamais été persécuté par les ouvriers. Il y a eu des procès, il y a eu des contestations, mais on accusait Jacquard d'avoir rien inventé du tout, on accusait Jacquard d'avoir fait une machine qui ne fonctionnait pas. En réalité, l'invention du métier à tisser, dit Jacquard, c'est un processus technique extrêmement complexe qui s'est engagé au XVIIIe siècle, qui a mobilisé de très nombreux inventeurs, de très nombreux techniciens locaux différents. Et donc Jacquard n'a jamais été persécuté. En fait, c'est un mythe que j'ai essayé de suivre. J'ai essayé de voir quand est-ce qu'il a été inventé. Et en fait, les premières mentions du mythe de Jacquard persécuté par les ouvriers, c'est vers 1834-35. C'est un journaliste parisien en fait qui l'invente au moment de la révolte des canuts. Alors, au moment où les canuts s'insurgent lors des deux grandes révoltes de 1831-34, donc que l'ouvrier canut devient le symbole même de la barbarie, notamment dans la presse bourgeoise parisienne, on invente ce mythe. Parce que dans le même temps, Jacquard vient de mourir, donc de toute façon, il est mort, donc c'est pas grave. Et donc, on peut en faire en fait une sorte d'idole.
qui va être célébré durant toute la Troisième République comme une sorte de symbole de cette obstination des inventeurs qui font avancer la société française, etc. Et donc, je crois que ce mythe de l'inventeur héroïque est très intéressant, parce que ça montre bien comment, en réalité, la vérité historique de ces conflits sociaux autour de la mécanisation a été gommée. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on a oublié les véritables moments de conflit. En revanche, on a inventé des faux conflits, qu'on a folklorisés, qu'on a diffusés, pour accompagner, en fait, un processus de revalorisation de la figure de l'ingénieur, de l'inventeur, qui est très fort dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, je terminerai... Oula. Ah je l'ai perdu. Ah non, je voulais la dernière phrase. Ah c'est pas grave, moi j'ai perdu. Juste un dernier mot quand même je conclurai là-dessus. Je crois que je vous ai surtout présenté en fait comment, à mon sens, se constitue ce qu'on appelle le progrès technique, ce qu'on appelle la confiance dans le changement technique. Jusqu'à nos jours, en réalité, cette question ne va pas cesser d'être remise à plat et redébattue à chaque époque. Pour le dire vite, je distingue dans mon bouquin un certain nombre de moments technocritiques particulièrement intenses. Il y en a un à la fin du XIXe siècle, grande crise du capitalisme, changement de système technique. Il y en a un surtout très fort dans les années 30. Dans les années 30, il y a eu un énorme débat sur la technique. Il y a eu une énorme mise en débat des trajectoires techniques de l'époque, qui a été complètement oubliée, évidemment mis de côté par la Seconde Guerre mondiale, qui a suivi immédiatement et qui a imposé d'autres enjeux plus urgents et qui a rendu en partie invisible ce débat, où ce débat a été largement folklorisé. Or, dans les années 30, il y a un énorme débat qui s'articule en fait à des enjeux très proches de ce qu'on trouve aujourd'hui. Alors c'est lié, il faudrait parler longuement de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, première grande guerre industrielle, a entraîné une prolifération de discours technocritiques dans la foulée du conflit. Après 1929, grande crise industrielle, chômage, arrivée du taylorisme, il y a un énorme débat aussi sur le changement technique. Il y a un texte, on pourrait multiplier les auteurs. C'est à cette époque-là que Jacques Ellul commence à publier ses premiers textes. C'est à cette époque-là aussi qu'aux États-Unis, Lewis Mumford, un autre théoricien technocritique très important, commence à publier ses premiers textes. Et notamment, il écrit un livre très fameux dans les années 30 qui s'appelle Technique et civilisation, qui est en réalité le premier livre d'histoire des techniques écrit par un non-technicien, qui n'est pas écrit dans une logique de célébration, mais dans une logique de réflexion sur les interactions entre la société et les techniques, et qui ne pense pas la technique comme un phénomène simple, mais comme un phénomène qui est toujours pris dans la société et dans ses enjeux. Donc c'est un moment très intense. Il y a un écrivain que j'aime bien, et qui était médecin aussi, on ne peut pas accuser d'être ignorant, qui s'appelait Duhamel, Georges Duhamel, qui a publié toute une série d'ouvrages très critiques aussi dans les années 30, et il a publié un article qui a eu un certain écho en 1933, qui s'appelait « La querelle du machinisme », et je terminerai là-dessus. La querelle du machinisme, et il dit il y a plein de raisons de critiquer les machines, et il en distingue au moins trois. Il distingue la critique, il dit, alors je vous cite, il dit il y a ceux qui critiquent les machines parce qu'ils ne croient pas au progrès, parce qu'ils pensent que l'on n'aura jamais assez de fer ou jamais assez de charbon ou de radium. Je ne m'étends pas, mais la question de la réflexivité environnementale, en fait, on la trouve en permanence. Deuxième type, celui qui redoute avec horreur un avenir tout de fer et de charbon et adjure l'humanité de revenir à l'état de nature. Donc, deuxième critique, qu'on pourrait appeler une sorte de critique morale ou rousseauiste de la technique. Puis il y a la troisième critique, qui est que Duhamel appelle la critique humaniste des techniques. Il dit, la troisième critique, il dit, la machine va probablement modifier la physiologie et la pathologie de l'homme, voire l'anatomie de l'homme, et ce ne sera sûrement pas dans un sens d'accroissement et d'amélioration. C'est-à-dire que la critique des techniques passe aussi, et c'est à ce moment-là que ça apparaît dans le débat, et aujourd'hui avec le transhumanisme c'est très fort, la technique risque de modifier la nature même de l'être humain. Et donc Duhamel se livre à une vaste méditation métaphysique sur ce qu'est l'être humain, ce qu'est la nature de l'homme, et comment la technique peut la modifier. Et dans les années 30, c'est à ce moment-là qu'apparaissent les réflexions des sciences sociales sur la technique. C'est à ce moment-là que commence à émerger. C'est à ce moment-là que George Mauss commence à publier... Pardon, George Mauss. Marcel Mauss, Georges Mossé, c'est un historien qui n'a rien à voir. C'est à ce moment-là que Marcel Mauss commence à s'intéresser aux techniques de façon très intense et qu'il propose une analyse anthropologique, sociologique du phénomène technique. Alors, il publie son article sur les techniques du corps, qui est très connu, mais pas seulement. Il publie aussi toute une série d'articles beaucoup moins connus sur les machines, etc. Alors Mauss invente aussi une technocritique humaniste qui sera en fait reprise après 1945 par les anthropologues, par toute une tradition intellectuelle qui va de Haudricourt à Simondon jusqu'à Stigler en réalité. Bon,
Donc je m'arrête là parce que j'ai été beaucoup trop long. En fait, mais il me semble que j'ai essayé de présenter les bases disons le début du problème qui nous occupe, la façon dont les choses se sont posées. Si vous voulez en savoir plus, vous irez voir mon bouquin. Et après 1945, en gros, on va voir se rejouer les mêmes enjeux. Mais évidemment, et de façon assez spectaculaire, c'est-à-dire que des fois c'est les mêmes mots qui sont employés, les mêmes arguments qui sont mobilisés. Et donc aujourd'hui, il me semble qu'on est au terme de cette longue histoire, enfin on n'est pas au terme, on est dans une des étapes de cette histoire des technocritiques, dans un moment sans doute décisif. Parce qu'évidemment, ce qui se dessine aujourd'hui, c'est le retour d'un nouveau cadrage modernisateur. C'est-à-dire, et c'est en fait la lutte à laquelle on assiste aujourd'hui. Il y a une multitude de technocritiques qui ont du mal à s'articuler, qui ont du mal à proposer des modèles véritablement alternatifs, et il y a un immense discours de cadrage modernisateur qui est diffusé par la publicité, qui vient des grandes entreprises multinationales qui diffusent les produits technologiques aujourd'hui. Et sans doute qu'aujourd'hui, évidemment, le cadrage modernisateur est d'autant plus fort que jamais. Plus fort qu'il l'a été peut-être même après 1945. Et en même temps, la réflexivité de nos contemporains, de nous tous, est plus forte aussi que jamais. Donc je crois qu'on vit dans... Moi, j'ai pas de solution, j'ai pas de réponse aux problèmes que j'évoquais en commençant, mais je crois qu'on vit dans un moment d'interrogation, peut-être d'ouverture des possibles, d'ouverture du champ des possibles, qui n'existait pas dans le passé, parce qu'au fond, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la rencontre entre les trois discours technocritiques. La critique environnementale, qui aujourd'hui a atteint une dimension évidemment radicale, la critique sociale et la critique politique. Et ces trois critiques n'ont jamais été aussi fortes en même temps. Et peut-être que c'est ça qui va amener à infléchir les trajectoires en cours. Merci. Alors avant que vous vous en alliez vers une autre partie de la soirée, si je puis dire, puisque je vois qu'un certain nombre d'auditeurs nous quittent. On va rentrer dans un temps d'échange avec la salle, et donc je l'ouvrirai en vous posant une question assez simple, finalement, au vu de votre conclusion. Est-ce que, à ce stade-là de l'histoire, alors qu'on fait face à une accumulation sans précédent de techniques, que notre quotidien est saturé de techniques, d'outils divers, qui sont forcément profondément différents de ceux qui ont pu susciter des passions et des résistances au XIXe siècle, est-ce qu'on peut imaginer des techniques qui puissent échapper, ou plutôt ne pas faire le jeu précisément du capitalisme, puisqu'il semble qu'au contraire, on soit aussi à ce point irréversible de l'histoire où le capitalisme, pas simplement en tant que mode d'organisation, mais aussi en tant qu'idéologie, s'est réapproprié pleinement les techniques et la production technique pour en faire même son moteur, en nous chantant les louanges permanentes du sens qu'on peut accorder à l'innovation pour précisément se régénérer. Merci pour cette question qui est gigantesque. Mais alors évidemment, le capitalisme fait partie de ces notions compliquées. En tout cas, donc, dans le capitalisme, il y a plusieurs phases. Le premier capitalisme, le capitalisme marchand de l'époque moderne, n'était pas fondé sur la technique. Il ne considérait pas que l'accroissement de la production passerait par la technique, mais passerait par une accentuation du commerce, des échanges. C'est le capitalisme industriel du XIXe siècle qui a inventé le progrès technique, qui a inventé l'imaginaire technologique dans lequel on baigne. Et donc nous, on est rentré dans un troisième capitalisme, on est rentré dans le capitalisme financier. Alors le capitalisme financier, ce qui est intéressant, donc il a d'autres modes de fonctionnement que l'ancien capitalisme industriel, mais en réalité, il ne faut pas croire que le capitalisme financier remplace le capitalisme industriel. Le capitalisme financier s'additionne au capitalisme industriel qui reste... Parfois, les technoprophètes pensent que grâce au numérique, nous sommes entrés dans une société en cours de désindustrialisation ou une société immatérielle. On parle parfois d'un capitalisme cognitiviste pour désigner le capitalisme numérique contemporain. Mais moi, ça me paraît toujours étrange. Il n'a jamais été aussi matériel, le capitalisme. Enfin, le capitalisme, il produit dans des usines gigantesques en Chine. Donc, il n'y a jamais eu autant de matière, il n'y a jamais eu autant de production, il n'y a jamais eu autant de pollution, il n'y a jamais eu autant de... Donc, bon, ça c'était pour évacuer le premier point, mais je ne réponds pas à votre question. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres technologies qui seraient pas, alors je dirais pas liées au capitalisme, parce qu'en réalité, on pourra en parler, la place des techniques en Union soviétique, qui n'était pas un régime capitaliste, participait du même imaginaire
de la technologie que le capitalisme libéral, largement. Pas complètement, il y a des différences, il y a des nuances, mais globalement, il s'en remettait très largement à la technique aussi. Donc c'est pas seulement lié au capitalisme, mais c'est quand même évidemment très important, c'est très lié au capitalisme. C'est une vaste question. Peut-on imaginer en gros des techniques qui ne soient pas mises au service de l'accumulation du profit pour lui-même, mais qui soient mises au service de l'émancipation des individus? C'est la question. Enfin, je me permets de reformuler. C'est un peu ça la question. C'est la question gigantesque. Évidemment, c'est ce que disait Stigler, je crois, mais j'arrête pas de reparler de lui du coup, parce que j'ai commencé en venant vous voir à lire son livre ce matin, et je l'ai entendu il y a quelques jours sur Internet. Mais ce que Stigler dit, c'est ça. Stigler dit le numérique n'est pas déterminé à être exploité par 4 grosses multinationales internationales qui ont comme seul objectif de nous surveiller et de faire du profit. Le numérique peut être réapproprié pour permettre l'émancipation, pour permettre un travail collaboratif, etc. Donc d'une certaine manière, bon, c'est la réponse de Stigler. Moi, ma réponse, c'est que je comprends pas trop ce que veut dire Stigler, et surtout, je suis pas très convaincu. On peut toujours imaginer des usages numériques. Il me semble que le rapport de force aujourd'hui est tellement différent, est tellement inégal que les jeux sont faits en gros. Mais cette question des technologies alternatives, c'est une question très ancienne, c'est une question récurrente. Et c'est évidemment qu'on peut utiliser des techniques. Mais évidemment, en gros, la question, c'est pas d'être pour ou contre la technique. J'ai essayé de montrer que ça ne voulait rien dire. À chaque fois qu'on est contre la technique, on est contre certaines trajectoires. Et c'est les opposants qui disent vous êtes contre la technique comme un discours de délégitimation, de disqualification en fait de la critique. Mais on n'est jamais contre la technique en général. On est toujours, même Ellul n'était pas contre la technique en général. Il le disait tout le temps. Il était contre le sacré transféré à la technique et il était contre le système technique moderne tel qu'il s'était constitué dans la grande industrie du XXe siècle. Ce qui est très différent. Et donc évidemment, il y a des technologies alternatives. Il y a même des mouvements de technologies alternatives très intenses. Dans les années 70, par exemple, il y a eu énormément d'expérimentation. Qu'est-ce que serait une technologie alternative ? Alors, qu'est-ce que serait une technologie alternative ? Donc, il y a des gens qui ont essayé d'élaborer des critères d'une technologie qui ne serait pas exploitatrice. Une technologie qui permettrait l'émancipation et qui ne serait pas dans l'aliénation. Ça serait une technologie, par exemple, qui ne polluerait pas. Une technologie qui permettrait l'intervention des utilisateurs au lieu d'empêcher l'intervention des utilisateurs. Une technologie qui n'utiliserait pas des énergies non renouvelables, une technologie qui n'utiliserait pas des métaux rares. Bon, on peut imaginer toute une série de critères, c'est compliqué. Après, justement, le rêve informatique, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire de l'informatique, mais l'informatique est née aussi dans ce monde des technologies alternatives des années 70-80. Et vous savez que beaucoup des promoteurs de l'informatisme, des premiers geeks de la Silicon Valley, en fait, c'était des gens qui étaient issus des mouvements contre-culturels des années 70 et qui espéraient que l'informatique permettrait justement d'introduire une nouvelle trajectoire technologique qui ne serait pas celle du grand capitalisme, qui ne serait pas celle des grandes infrastructures contrôlées par l'État, comme l'était le nucléaire, ou les grands programmes techniques qui avaient pu être lancés, comme le Concorde, etc., mais qui permettrait l'avènement de technologies appropriables par tout le monde dans un sens d'émancipation collective. C'était la grande utopie informatique initiale. Et même Jacques Ellul, dans certains de ses écrits des années 80, à un moment, disait ah bah peut-être que là, en fait, on assiste à une bifurcation historique grâce à l'informatisme. Bon, quelques années après, il a dit non, ça c'est fini. Mais en fait, je crois qu'on est toujours dans ce débat. C'est-à-dire que dans la lutte qui oppose les hackers et les grands groupes industriels du numérique, il y a aussi toujours cette alternative entre ceux qui pensent que l'outil numérique peut être réapproprié par des communautés et servir de matrice à une société plus libre et plus autonome, et puis les grandes entreprises du numérique qui essayent d'imposer leurs produits pour faire leur profit. En gros. Donc la question, donc j'ai pas vraiment, mais j'ai des réponses à rien moi. Moi j'ai des questions. Mais en gros oui, évidemment il peut exister des techniques et évidemment, heureusement. La question c'est que c'est compliqué parce que et c'est sans doute plus compliqué qu'à aucun autre moment parce que la complexité technique s'est considérablement accentuée. Et donc c'est beaucoup plus compliqué qu'au XIXe siècle. Parce que maintenant, la technique, c'est quoi ? La technique, c'est la science, c'est le grand capitalisme, c'est toute une série de choses assez compliquées, quoi. Et donc, c'est difficile de se le réapproprier. Mais l'utopie politique des hackers, c'est justement de faire du numérique, de trouver les moyens, donc le logiciel libre et toutes ces choses. C'est une manière, en fait, de faire du numérique, de l'informatique, un outil d'émancipation et pas seulement un outil de contrôle, de surveillance, d'accumulation de profits. Merci pour votre exposé. Évidemment, comme vous avez passé beaucoup de temps sur le 18e et le 19e, la question qui me vient à l'esprit est la suivante. Est-ce que vraiment cette présentation qui risquait d'être linéaire, qui nous conduit d'il y a 2 siècles à aujourd'hui, ne nous fait pas échapper quelque chose qui est fondamentalement différent entre
la situation des tondeurs de draps qui finalement, avec la technologie nouvelle pour leur époque, ne concernait que les tondeurs de draps, mais ne changeait rien à la vie paysanne, à la vie quotidienne même de petits bourgeois, à la situation que nous connaissons aujourd'hui, où ça a débordé largement des entreprises et des usines pour nous atteindre dans le quotidien, dans tous les jours, de l'âge le plus petit jusqu'au plus grand. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un changement de nature ici qui fait qu'on ne parle pas de la même chose à propos des technocritiques ? Bien sûr. Enfin, on ne parle pas de la même chose. Bien sûr qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, le monde technique. Alors, au début du 19e siècle, le changement technique, en fait, il concerne d'abord le monde du travail. C'est là que les innovations techniques font l'objet de débats. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, puisque la technologie constitue notre milieu, a tout redéfini. Donc, évidemment qu'on ne parle pas de la même chose. Parce que chaque époque, mais d'une certaine manière, entre le début du 19e siècle et les années 30, on ne parle pas de la même chose. Entre le début du 19e siècle et la fin du 19e siècle, on ne parle pas de la même chose. Et entre le début du 19e siècle et aujourd'hui, on ne parle pas de la même chose. Évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on assiste à des trajectoires techniques qui sont en train de se dessiner et qui font l'objet d'une interrogation, d'un certain nombre de débats. Et ce qui est intéressant, si on se remet dans la perspective historique pour malgré tout justifier cette perspective historique, c'est que l'histoire est en permanence utilisée et les débats qui sont mobilisés et la nature des arguments qui sont utilisés sont assez proches. Par exemple, aujourd'hui, alors pour prendre un exemple ma réponse, ça serait de dire deux choses. D'abord, il y a une récurrence des arguments, il y a une redéfinition des arguments qui revient en permanence. Deuxièmement, il y a en fait une instrumentalisation de l'histoire. Par exemple, on peut dire que ce n'est pas du tout le même monde, mais quand il y a eu les controverses sur les OGM, là en l'occurrence ça n'a rien à voir avec les tondeurs de draps du début du 19e siècle, lorsqu'il y a eu les controverses sur les OGM par exemple, il y a eu dans la presse toute une série d'articles disant ces faucheurs volontaires ou ces mouvements de contestation des OGM sont aussi stupides et aussi absurdes que les ouvriers qui détruisaient les machines au début du XIXe siècle ou que ces vieilles dames qui refusaient le chemin de fer parce qu'elles avaient peur que ça salisse leur tenture, par exemple. Donc il y a une instrumentalisation aussi de l'histoire en permanence qui est autour de ces questions de changement technique et de ces constructions discursives qui accompagnent le changement technique. Mais évidemment, il y a un changement de nature et il faut bien être attentif évidemment à ce qui fait la singularité des artefacts techniques à chaque époque pour ne pas justement être dans la pure abstraction de la technique en général et pour comprendre que les objets dont on parle n'ont pas le même impact, n'ont pas les mêmes effets, ne font pas l'objet des mêmes appropriations, etc. dans la société. Oui, je suis très d'accord. Les chiens à bois, la caravane passe. Eh ben, alors ça voilà, je réponds à votre question. Oui, non mais on pourrait dire ça. C'est-à-dire, en gros, tous ces mouvements, c'est bien gentil, mais ça ne sert à rien. Tous ces gens se plaignent, mais les choses se passent. Je crois, malgré tout, qu'en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je crois que ça sert. En fait, au fond, l'enseignement de mon livre, s'il y en a un, c'est que les technocritiques ne sont pas vaines. Et elles ont une énorme utilité, légitimité, justification. Et je crois, alors, parce qu'elles modèlent en partie le monde technique dans lequel on est. Elles imposent de construire des justifications. Elles imposent, au moins, de donner des arguments. Donc la caravane passe, mais peut-être que la caravane, une fois qu'elle est passée, elle s'est un peu modifiée. C'est un peu la réponse que... C'est peut-être pas ce que vous vouliez dire. C'est ce qui se passe. Actuellement, comme dit monsieur, c'est entièrement différent du point de vue de l'individu. Bon, je dis actuellement, les effets, si vous voulez, pas de la mécanisation, mais enfin... C'est un peu tout comme, quoi. Disons, c'est beaucoup plus poussé que la mécanisation tout de même. Et ça s'est infiltré absolument partout, y compris à notre plus profond de nous, quoi. C'est certain qu'on est surveillé comme on n'a jamais été et que ça ne fait que s'accentuer et qu'on peut imaginer un monde vraiment d'esclaves. Que tout le monde sera absolument assujetti à ça sans même s'en rendre compte, mais... qui sera un pion simplement commandé par une famille de technocrates, on pourrait dire, et de politiques qui gouverneront tout, quoi. C'est bien en cours quand même. Tout oui, ça. Mais si vous alors, voulez... Quel remède là-dessus? Ça, moi, j'en ai aucun. On ne peut pas briser tellement les machines, mais ça, c'est très difficile parce qu'on est là même chez nous, quoi. Ce qui a changé radicalement, c'est que c'est plus difficile de briser briser les machines. C'est compliqué, quoi. Mais d'ailleurs, ouais. Mais oui. Mais vous savez ce que vous décrivez là, une sorte de monde automatisé, contrôlé par un grand automate. Ça me fait penser à un texte des années 1820, excusez-moi, de Sismondi,
qui écrit un texte où il raconte une sorte de fable. Il observe les machines textiles dont je vous parlais, et il décrit un monde dans lequel en fait l'Angleterre serait devenue une sorte d'île où il y aurait un roi tout seul qui tournerait une manivelle et qui ferait tout fonctionner à partir de sa manivelle centralisée. Ce que vous décrivez, c'est-à-dire un monde en fait d'esclaves assujettis à la machine centralisée. 1820. Alors c'est une sorte d'extrapolation, une sorte de fiction comme ça méthodologique, en fait, mais qui revient tout le temps. Qui revient tout le temps jusqu'à aujourd'hui. Donc, alors aujourd'hui, sans doute, on n'a jamais été plus près de réaliser quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça, sachant que ça ne prendra évidemment pas la forme qu'on pense, parce que les choses prennent jamais la forme qu'on pensait au préalable en histoire. Enfin, ça bifurque. Le futur n'est pas fermé. Le futur, il peut partir dans plein de directions différentes. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'idée, c'est pas de s'opposer à la technique. L'idée, c'est de s'opposer à des trajectoires pour imposer d'autres trajectoires. Et en fait, s'opposer à la technique, c'est toujours en fait proposer en creux une autre trajectoire que celle qui est proposée au final. Et c'est ça qui me paraît aussi important. Oui, bonjour, merci, c'était très intéressant. Vous nous avez raconté les oppositions des ouvriers ludistes ou autres à l'arrivée des machines. N'empêche que les machines à la fin sont arrivées, et je ne sais pas par quelle magie ceux qui les défendaient ont su les introduire malgré les ouvriers. Et je pensais, en transposition aussi à maintenant, sur une part qui sont par exemple les grands chantiers, on va dire les barrages ou les aéroports. Est-ce qu'on a trouvé est-ce qu'on peut imaginer que les gens vont se foutre sur la gueule jusqu'à ce qu'il y en ait qui ait trop la trouille et arrête, ou que les autres aient le dessus d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'on peut imaginer, au vu de l'histoire, d'autres façons d'organiser des régulations que celle-là? Que celle-là, c'est-à-dire de se foutre sur la gueule jusqu'à ce qu'il y en ait un qui en ait assez. Ah non, mais ça, les régulations, il y en a plein. Il y en a plein des régulations. Toute l'histoire du capitalisme, ça a été l'histoire de régulations mises en place pour essayer d'atténuer les effets. Les lois sur la santé au travail sont des formes de régulation du changement technique dans les ateliers. Les lois sociales sont des formes de socialisation des techniques en mettant en place des formes de logique de redistribution pour permettre que les gains de productivité y soient répartis entre tous. Et d'ailleurs, c'est l'un des problèmes aujourd'hui avec les délocalisations, avec la crise du modèle fordiste. C'est que ce modèle de l'État social du 19e siècle, qui avait été finalement la réponse de l'Europe du 19e siècle à ces perturbations introduites par l'industrialisation, cette réponse de l'État social du 19e siècle elle rentre en crise depuis la fin du 20e siècle et on ne sait pas comment... Mais je ne réponds pas à votre question. Est-ce qu'on a d'autres régulations? Enfin si, en partie. Il y a d'autres régulations que de se foutre sur la gueule? Oui. En général, d'ailleurs, en fait, on se fout très rarement sur la gueule, en réalité. On se fout sur la gueule quand les autres solutions ont échoué. Par exemple, je vous parle de Brin Machine, mais en fait, ces violences, elles sont exceptionnelles. Il ne faut pas imaginer que l'ensemble du continent européen était à feu et à sang dès qu'il y avait une machine qui arrivait. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Il y avait plein d'autres manières d'agir, en amont, en aval, par plein d'autres. La violence, c'était uniquement quand tous les autres modes d'action avaient échoué, en fait. Et d'ailleurs, je pense que aux événements auxquels vous faites allusion, c'est la même chose. La violence intervient que quand tous les autres modes d'action ont échoué et que de côté, enfin, en tout cas, du côté des autorités, des acteurs locaux qui veulent imposer ce barrage, il y a une sorte je ne vais pas me lancer dans un sujet polémique, mais je pense que la violence intervient quand il y a une radicalisation du fait d'un échec des régulations antérieures. Mais ce qu'on observe dans ce conflit, c'est quand même un peu bien la lutte, malgré tout. Alors, je ne sais pas si c'est des technocritiques, les zadistes du barrage de Sivins, mais qu'est-ce qu'ils contestent? Ils contestent quand même, malgré tout, une trajectoire technologique. C'est-à-dire, ils contestent une forme d'aménagement, une forme de grosse machine qu'on appelle un barrage. Et ils contestent ce choix de barrage. Ils proposent d'autres solutions en termes de développement agricole, en termes de retenue d'eau plus limitée, etc. Et en face, il y a des gens qui considèrent que c'est en partie irrationnel aussi. C'est-à-dire que la représentation du barrage, le barrage, c'est le progrès. Alors, il faudrait refaire toute une histoire du barrage. L'histoire des grands barrages depuis les années 20-30, l'histoire de la construction des grands barrages, c'est l'histoire du progrès, vraiment. C'est-à-dire que dans les années 30, les grands barrages, construits d'abord en Union soviétique et aux États-Unis, c'était des réponses à la crise de 29, une manière de relancer l'activité économique. Ils ont été investis d'un enthousiasme modernisateur considérable, les grands barrages. L'un des grands conflits autour des barrages en France avant Sivins, il y en a eu assez peu. C'était le barrage du lac de Tignes, à Tignes, en 1904, qui a été inauguré, je crois, en 50 ou 51, je ne sais plus. Et là, il y a eu un grand conflit entre les paysans locaux et l'État,
Mais les paysans ont été très rapidement marginalisés parce que là, tout le monde était pour le barrage. Que ce soit les communistes, EDF était nationalisé, ou les libéraux, tout le monde était pour le barrage. Donc là, les paysans ont été marginalisés parce qu'on était dans un moment où la technocritique n'était pas légitime. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec Sivens, c'est que justement, là, on voit que la technocritique est ouverte. Parce que même si ils sont en train de se faire évacuer, s'ils ont été finalement marginalisés dans l'opinion, ça a quand même suscité un scandale et un débat considérable, cette affaire du barrage de Sivens, alors que c'est quand même un petit barrage. C'est quand même une affaire énorme. Et donc il y a eu une interrogation. Et il y a un mort surtout, oui, bien sûr. Mais même avant qu'il y ait un mort, en fait, le débat était déjà assez important. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le fait de construire ce barrage-là pour irriguer l'agriculture n'allait plus de soi, et le fait de cette trajectoire technique de ce barrage-là n'allait plus de soi. N'allait plus de soi aujourd'hui. Et donc on peut le mettre en débat, on peut le mettre en discussion. Alors évidemment, ça mobilise plein d'arguments. Il y a des experts qui interviennent pour critiquer, et puis il y a des acteurs sociaux d'en bas qui se mobilisent, des militants écologistes, des militants anards qui interviennent sur place. Et donc là, la violence commence à se développer. Mais il me semble que justement, c'est une assez bonne illustration à la fois de cette résurgence de la technocritique contemporaine et cette mise en débat en fait, des choix techniques qui sont faits par la société, avec une sorte de décalage entre les attentes de la société, qui est consciente des contradictions du développement technologique actuel, et finalement un certain nombre d'élites ou de notables qui continuent à rester sur un modèle de modernisation un peu ancien, quoi, et donc qui considèrent que le grand barrage, c'est la modernité, c'est le progrès, ça va créer des emplois, ça va développer l'agriculture dans le sud-ouest, etc. Merci. L'une des grandes questions que pose en fait la technocritique, c'est surtout le gigantisme qu'aujourd'hui que prend la technologie et son insinuation dans nos vies. Quand là vous évoquez le barrage de Sivens, ce qui est problématique, c'est effectivement toujours l'idée que la technologie, le progrès est le fruit et la solution imposée, 99% des fois par les savants, pour caricaturer donc les Parisiens, les énarques, les polytechniciens, versus les bouseux, les autochtones. Et ce qui est surtout critiqué en ce moment absolument partout sur Terre, c'est justement cette dichotomie. C'est-à-dire que ces grands barrages, ces grands travaux, que ce soit la gare de la Mogève, que ce soit tout un tas d'autres choses, c'est au bénéfice de qui, pourquoi et pour qui. Là est tout le problème en général. Voilà. Et puis les morts, il y en a en permanence. Et quand vous dites que la violence c'est la dernière des réponses ou le dernier des paliers, mais si nos élites ou si nos dirigeants écoutaient réellement ou étaient réellement au service du public et du peuple, peut-être qu'on n'en arriverait pas à se faire éclater la tête par les CRS qui sont extrêmement mal payés parce qu'ils sont plus ou moins fonctionnaires. Oui. Je vais prendre une dernière question. Non, mais je suis d'accord. Donc j'ai pas de réponse. Vous voulez une réponse? Non, mais oui, mais vous voyez, quand vous dites la technique triomphe toujours, mais vous faites comme si la technique existait. Oui, mais la technique triomphe toujours. C'est-à-dire que, effectivement, depuis 2 siècles, du fait de cet imaginaire enthousiaste et techno-prophétique que j'évoque, en général, le choix pour le gigantisme s'impose sur les technologies que certains appellent douces ou démocratiques ou alternatives. Il y a plein d'expressions. Mais dire la technologie l'emporte toujours, d'une certaine manière, je pense que ça ne veut rien dire. Parce que ça dépend de quelle technologie on parle. Et je pense que maintenant, vraiment, l'enjeu, c'est quand même il y aura toujours des techniques. Il y aura toujours des techniques. Il y a un livre que je vous conseille sur ce sujet que je trouve admirable, d'un ingénieur qui s'appelle Philippe Biwix, qui a écrit un livre l'an dernier qui s'appelle L'âge des low-tech, qui est une sorte de réflexion à la fois très concrète, très intelligente sur ce que pourraient être les technologies alternatives aujourd'hui. C'est un spécialiste des métaux. C'est un spécialiste des métaux qui est radicalement critique contre tous les technoprophètes du numérique qui expliquent que la solution aux problèmes environnementaux, sociaux, écologiques, c'est en fait plus de numérique. Par exemple, vous connaissez Rifkin, le théoricien de la 3e révolution industrielle, qui explique que pour résoudre les problèmes environnementaux, il faut développer une planète intelligente. C'est lui qui a dû inventer le slogan de la publicité, c'est-à-dire en fait tout connecter pour améliorer l'efficacité des processus énergétiques, etc. Et donc on réglera le problème énergétique en créant une société plus efficace grâce à la génération du numérique. Ce que dit Biwix, c'est que c'est absurde parce qu'il y a déjà un problème de finitude des métaux qui fait que les trajectoires technologiques high-tech aujourd'hui ne tiennent pas. C'est même pas une question de liberté publique, c'est qu'en fait il n'y a pas assez de métaux pour fabriquer tous les objets. Bon, donc c'est un problème. Alors après, donc la question c'est, il y aura des techniques, il y aura de la technique, hein, on utilisera des choses pour agir, mais la question c'est de savoir quelle technique. Est-ce que c'est ces énormes macro-systèmes englobants, généralisés,
Est-ce que c'est le gigantisme ou est-ce que c'est des techniques à taille humaine, des techniques qui permettent le bricolage, je ne sais pas. Enfin, Biwix là-dessus est admirable parce qu'il donne des exemples très concrets de ce que pourraient être des... Est-ce qu'on peut se passer de la voiture? Comment ça peut marcher? Est-ce qu'on peut se passer de l'ordinateur? Est-ce qu'on peut avoir un ordinateur soi-même, chez soi, tout en le faisant fonctionner grâce à un vélo d'appartement? Bon, enfin, c'est énorme, mais c'est une réflexion qui est intéressante sur cette question qui intéresse en fait au premier chef lorsqu'on parle de tout ça. C'est qu'est-ce qu'on fait? Quel genre de technique on peut essayer de mobiliser et d'utiliser? Et je crois que le meilleur livre sur ce sujet, c'est le livre de Biwix, là, qui s'inscrit. Il y a un très beau livre aussi, vous avez sans doute entendu parler, c'est le livre du philosophe Olivier Rey sur une question de taille, qui est une très belle réflexion, mais extrêmement radicale en termes de technocritique. Je pense qu'Olivier Rey, là, je le mets dans les technocritiques d'aujourd'hui, les technocritiques très radicales, parce que lui, justement, il s'inscrit dans la filiation d'Ivan Illich, qui met en cause le gigantisme. En fait, c'est pas tant la technique qui doit être en cause que le gigantisme technicien. C'est-à-dire le gigantisme technicien, ce qu'un autre sociologue appelle le macro-système technique. C'est-à-dire, en fait, des systèmes qui sont combinés, qui s'agencent, et c'est aussi ça Jacques Ellul avait en ligne de mire, en fait. C'est-à-dire, c'est le macro-système technique moderne. C'est pas la technique en général. Bon. Donc c'est pour ça que je dis, la question, c'est pas la technique gagnera toujours. C'est est-ce que la grande technologie du gigantisme technicien gagneront toujours? C'est ça la question qu'on peut se poser. Bah, peut-être, mais bon, c'est à chacun de voir. Oui, vous avez raison, ne soyons pas complètement dépressifs à la fin de cette conférence. Bonsoir. Au début, vous avez parlé de géo-ingénierie. J'aimerais savoir ce que c'est. Merci. Oui, je ne suis pas spécialiste, mais la géo-ingénierie, en fait, c'est un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen, qui a inventé également la notion d'anthropocène. Je ne sais pas si vous avez entendu cette notion, l'anthropocène. Donc Jean-Baptiste Fresso, que je citais tout à l'heure, un camarade historien, a écrit un magnifique livre qui s'appelle L'événement anthropocène. Bon. L'anthropocène, c'est l'idée qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique depuis la révolution industrielle, qui fait que l'homme est devenu une force géologique. C'est-à-dire que l'homme est devenu, par son activité technicienne et industrielle, capable de modifier les grands équilibres climatiques, géologiques du globe. Bon. La géo-ingénierie, c'est l'idée... Alors ça a été promu par un chimiste qui s'appelle Paul Crutzen, prix Nobel de chimie, qui a inventé cette notion d'anthropocène et qui considère que, en fait, c'est foutu. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, la modification des grands équilibres climatiques et environnementaux, maintenant c'est fini, on sait que ça va se faire, et il n'y a plus rien à faire. Et donc la seule solution, et c'est là qu'on est dans le délire technicien le plus poussé, c'est que la seule solution, c'est d'offrir des réponses techniques à ce réchauffement climatique, notamment grâce à la géo-ingénierie. Et donc ça consiste en quoi? Ça consiste à envoyer des choses dans l'atmosphère pour freiner le réchauffement climatique. Voyez, donc il s'agit d'envoyer du soufre, notamment dans la haute atmosphère, via des navettes spatiales, mais je ne rentre pas dans les détails parce que je ne suis pas compétent, mais pour essayer finalement de freiner ce processus de réchauffement climatique. Oui. Donc il y a plein de projets qui sont financés à hauteur de milliards au niveau européen, au niveau des États-Unis, mais c'est une histoire assez longue. C'est-à-dire que cette géo-ingénierie, elle est plus ancienne. Elle remonte à la guerre froide, quand les Russes et les Américains avaient lancé des grands projets pour contrôler le climat dans un contexte militaire. C'est-à-dire qu'il y avait des grands projets cachés, secrets aux États-Unis et en Union soviétique à partir des années 50 pour essayer d'intervenir sur les conditions climatiques afin d'affaiblir l'ennemi en cas de conflit militaire. Et toutes ces techniques militaires ont été largement recyclées pour des usages civils à l'époque du développement durable afin de freiner le réchauffement climatique. Donc la géo-ingénierie, en fait, c'est une tentative d'intervention au niveau du climat par une intervention technique afin de freiner le réchauffement climatique, voire d'inverser le processus. Vous voyez, donc c'est... alors il y a eu un livre encore, excusez-moi de vous noyer sous les références, mais il y a un livre très bien là-dessus d'un Australien qui s'appelle Clive Hamilton, qui a été publié l'année dernière au Seuil, qui s'appelle Sur la géo-ingénierie, je ne sais plus le titre exact, mais qui est une critique, une analyse très fouillée de l'histoire, du fonctionnement de cette géo-ingénierie. Et donc c'est un truc qui existe actuellement, qui va sans doute être réalisé d'ailleurs. Ça se réalise peut-être en ce moment. Donc, ça va être réalisé, c'est évident. Il y a des investissements colossaux qui sont déployés depuis. Moi, j'avais assisté en 2005. C'était intéressant. C'était un congrès d'histoire environnementale. Et il y avait Paul Crutzen, donc ce prix Nobel de chimie, théoricien de l'anthropocène, qui avait fait la conférence inaugurale. Et en 2005, moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Et il avait expliqué ça devant un amphithéâtre médusé par le caractère
science-fiction pure quoi, de ce délire. Mais en fait, c'est pas du tout. C'est très faisable, ça va être fait. Bon, enfin, je dis ça, mais en fait, c'est parfaitement. Personne ne sait quelles vont être véritablement les conséquences, les impacts. C'est vraiment jouer avec le feu, quoi. C'est évident. Mais ça témoigne aussi de la situation de sidération dans laquelle on est. C'est-à-dire face à cette question du réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, c'est partout dans les médias. On sait tous qu'il y a un réchauffement climatique. On sait que ça va avoir des conséquences terribles. On n'arrive même pas à appréhender l'ampleur du processus et du phénomène tellement il est gigantesque, quoi. On est un peu tétanisé face à cela. Mais il y a des gens qui sont justement ces technoprophètes, qui ne pensent que face à des problèmes, il n'y a que des réponses techniques et scientifiques. Et la géo-ingénierie, c'est l'une de ces manifestations, à mon avis, de cet aveuglement en réalité. Bon, enfin, ouais. Merci beaucoup François Jarige. Merci Vincent Tesser.